comme au cinéma. Mise au point sur moi. Mon vieux cinéma muet. Un film avec toi, comme Hollywood en fait pas. Lumière tamisée, flou artistique. C'est la dernière image du film. Cinéma, cinéma, on se fait tous du cinéma. Comme au cinéma. Closer, closer, Technicolor. C'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Critique, le podcast audio. Donc nous sommes le 15 mai 2013 et j'ai avec moi David. Bonjour. Et Christophe. Bonjour. Donc voilà, donc un nouvel épisode du podcast audio. Donc aujourd'hui nous allons parler du Festival de Cannes parce que c'est le 15 mai, donc c'est le premier jour du festival, l'ouverture est ce soir. Et on va parler d'un petit débat. Le Festival de Cannes est-il toujours un festival grand public ? Ou s'il l'a déjà été ? Voilà. Bon, sinon, vous avez passé un bon mois ? Eh ben ça va pas mal, merci. Et toi-même ? Eh ben pareil, plein de films du coup. Je me plaignais la semaine dernière, mais là il y avait des trucs sympas à voir. Mais alors d'abord, si vous voulez pousser un petit coup de cœur ou coup de gueule, je sais pas. Moi j'ai un petit coup de gueule. Allez, vas-y, Chris. Qui concerne donc l'écume des jours de Gondry, que j'aurais peut-être été voir avec peut-être un plaisir, même si je préfère Gondry en tant que vidéaste que le Gondry cinéaste. Et bon voilà, le casting, tout simplement, pour moi c'est pas possible. Je peux pas aller voir un film avec eux. mais c'est vrai, il y a des gens, ils ne comprennent pas quoi. Mais moi, Non mais je suis complètement d'accord, voilà. d'accord. Et donc attristé par ce choix de Gondry, qui dépend peut-être du CNC des financements, comme on avait déjà parlé dans un autre débat. Moi, je pense que ça vient peut-être un peu de là. En même temps, Gondry est assez bankable, donc je sais pas trop. Mais alors moi, aller voir un film avec Audrey Tautou, Romain Duris, Omar Sy, Gad Elmaleh, la moitié c'est pas des acteurs, puis voilà. Donc je suis complètement d'accord. Ça fait plaisir d'entendre ça en fait. Hein. C'est vraiment. En plus, l'écume des jours, je l'ai vu. C'est vrai que le point fort est pas du tout le casting, quoi. Enfin, les acteurs sont complètement en roue libre. Hein. Oh là là. Donc ouais, moi je sais même pas si je le verrai un jour quoi. Et pourtant j'aime bien les petits bricolages, j'aime bien les trucs à la Gondry. Enfin, j'ai vu quelques extraits, c'était assez pathétique quand même. Et bon voilà. Moi je suis sorti au bout d'une demi-heure en fait. D'accord. Ok. Le film est assez épuisant en fait. Oui exactement. En fait c'est ça. En fait c'est les bricolages c'est bien, j'aime beaucoup, mais il y en a limite trop. Bah t'as un trucage visuel à la seconde, ouais quasiment. Ouais c'est ça. Partout il y a un truc qui, non c'est épuisant. Bah, ça bizarrement ça me donnerait presque envie, donc je le regarderai peut-être. Et ça tue la poésie à l'arrivée quoi. Il y a plus de côté tout ce qu'ils veulent faire, le côté féerique et tout. Enfin bon voilà. Effectivement, mais bon voilà. Et moi je suis encore attristé de voir que le public demande et plébiscite ce type d'acteur pour ce genre de film. Ça a pas tant marché que ça, hein. Non, ils avaient essayé de créer l'événement ouais. dessus en dévoilant une bande-annonce dans les salles, des extraits de films, même un extrait de 3 minutes. D'accord. Au mois de janvier, puis finalement, bon, c'est pas l'événement, je suis sûr qu'ils auraient voulu que ce soit. Hein. Bon allez, David. Oh bah moi un petit mot, j'attends toujours la bande-annonce de The Tomb Escape Plan avec Schwarzenegger et Stallone, comme nos auditeurs le savent. Allez, je t'ai dit fin juin début juillet je pense. Toujours est-il qu'il y a eu une bande-annonce qui m'a fait plaisir, là c'était Gravity avec George Clooney et Sandra Bullock, donc un film dont j'avais entendu parler mais j'avais complètement oublié qu'il devait sortir, et la bande-annonce est déjà prête, donc sans l'attendre, ça fait bien plaisir. Donc c'est un film d'Alfonso Cuarón, qui est un réalisateur mexicain. Ouais. Et donc c'est George Clooney et Sandra Bullock dans l'espace, dont tout a explosé, ils dérivent dans l'espace et ils essayent de rentrer sur Terre. Alors je sais pas comment on peut faire quand on flotte pour revenir sur Terre. En tout cas je trouve que c'est bien excitant, surtout que ça pourrait être le retour de
de Clooney au blockbuster. Je sais pas si c'est un vrai blockbuster, en tout cas ça a l'air d'être un film un peu différent de ce qu'il a fait récemment. Alors, Donc ça fait un peu moi, plaisir je de sais voir. pas si on a vu la même bande-annonce. Moi, j'ai vu une bande-annonce où dans 1 minute 30, il y a 1 minute 20 de noir et on voit un satellite. Moi, j'ai vu que ça. Hein. Bah tu les vois pas nager dans l'espace Non, à la dérive. on voit rien. T'as vu un teaser, non? Je sais pas. Moi, j'ai juste vu, oui, des pense. textes sur un fond noir avec à la fin un satellite. C'est tout ce que j'ai vu. Donc, je sais pas si autre chose. Bah Ok. si, il y a des dialogues normalement. D'accord, Non, d'accord. mais a Bah, j'ai priori, dû voir un c'est teaser. pas ça. hein. J'ai dû voir un Ouais. teaser. Oui, bah, je me trompe souvent. Bah ça voilà, arrive. donc c'était. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Voilà. Bah, moi j'ai deux petits coups de cœur hein, quand même. Donc déjà Mud de Jeff Nichols avec Matthew McConaughey et Reese Witherspoon. Ouais, c'est j'ai formidable. je l'ai trouvé fantastique le film quoi. Vraiment un chef-d'œuvre. On aurait pu en parler tout à l'heure en fait. Mais j'ai longuement hésité en fait Ouais. à en parler, mais au final je pense qu'on va être d'accord donc on n'aura pas énormément de trucs à en dire. Ouais, Donc voilà. Et puis sinon un film des frères Duplass qui est sorti en direct ou DVD l'année dernière en fait. Jeff Who Lives at Home. Ah Donc oui. c'est une comédie dramatique avec Jason Segel sur les thèmes de la destinée, des trucs comme ça. Mais c'est très drôle et c'est assez touchant. Donc je le recommande celui-là. Voilà. Et puis bah du coup sur ce on va directement passer à la suite. Donc ça va être les news. Donc sachant que Bilbo a pas voulu revenir. Voilà. C'est une bonne Donc, nouvelle, ça. je sais. Ouais mais je sais pas, il était tout vexé et tout. Il m'a dit d'aller bien me faire enculer et il s'est barré comme ça quoi. Ça m'étonne Donc pas, je sais pas trop comment on va faire. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir nous donner quelques news dans 2 minutes. Voilà, le temps d'ouvrir ma canette de Dr Pepper et c'est parti. Salut les kids, c'est Dark. Oula, une grosse voix. Dark Doo. Dark Vador, Ah, Dark Vador. Dark Vador. Il t'est descendu de l'étoile noire. c'est ça. Il est où Bilbo? Bilbo il est pas là, il m'a pris la tête la dernière fois, il vous aime plus. Il m'a dit que vous étiez des connards, et il m'a dit de venir à sa place. Quoi. Donc je suis quelqu'un de cool, je suis funky, je suis venu. Ouais, Voilà. Vous pouvez m'appeler Dark. d'accord, bah on va t'appeler Dark. La famille, ça va bien, Dark, ton fils, tout ça, La ça femme, va? là, justement, je le garde en ce moment, il fait un peu le bordel, mais parce que sa mère, vous connaissez, c'est une chose, et donc en ce moment, je garde les gamins, c'est assez horrible, ouais. Mais ils vont bien. Le petit a fait une flébite, mais bon, ça va. Bon. Bon, D'accord. les amis, j'ai fait un petit Ouais. tour de la galaxie, là, en TIE Fighter. Je vous ramène des news, là. Mhm. Alors, je prends mes notes. On écoute Monsieur Vador. Si c'est un vaisseau plénipotentiaire, alors oui, ambassadeur. Ah merde, c'est le script de Star Wars, ça, attendez. Faut pas se tromper. Alors voilà, alors j'ai vu à Galaxy là que Michael Bay va faire les Tortues Ninja, Yeah, Teenage Mutant Ninja Turtles. donc ça va être réalisé. Qui c'est qui fait ça? réalisé C'est Michael par, Bay. tu laisses parler. Ah oui, voilà. Oh, Oh, pardon. tu ne tapes pas de système solaire pour me faire couper la parole. Excusez-nous Monsieur Vador. Voilà, tu peux m'appeler Dark quand même. Alors, Non mais j'ai un peu peur en fait. Très bien. Alors c'est réalisé par Jonathan Liebesman. C'est le réalisateur du mésestimé Battle for Los Angeles. C'est un mot que vous utilisiez pas très souvent mais C'est estimé, ça, non? c'est ça. Ouais, j'ai perdu mon Ouais. échelle. D'accord. Donc c'est produit par Michael Bay, ouais. Donc il y aura des explosions. Ouais, il y a des explosions et des tortues. Ouais, j'ai vu. Et Megan Fox qui fait April O'Neil. Ah ouais. ouais. C'est un peu la honte. Il y aura quand même William Fichtner là. Avec sa Ouais. petite tête de fouine. Donc, Le gars qui est dans Prison Break. voilà, on se demande s'il va peut-être faire Splinter vu son faciès ingrat. Tu Ok. penses que c'est encore... ça peut faire des sous, ça, Dark? Oui, bah vu comme vous êtes cons les terriens, oui, les gens vont y aller. Mais moi, Parce moi que- j'attends quand même le truc assez avec Tu impatience. vois, J'en attends pas grand chose, mais je suis curieux. C'est pas épuisé alors pour toi le filon? Ah non, tous les terriens sont cons comme lui, donc ils vont y aller. Mais non, mais c'est Tortue Ninja, merde, ça demande qu'à revivre. D'accord. Donc les tortues, elles seront en image de synthèse. Ouais, j'ai vu les Voilà, photos. on a vu des acteurs qui sont en pyjama avec de la motion capture. Ils sont des carapaces en carton. Voilà, donc on va sûrement les retexturiser un petit peu. Donc ça va être probablement pitoyable. Donc ce qu'il y a... Tout de suite.
par défaitiste. Le truc sympa, c'est que les tortues sont différentes. Enfin, elles sont d'une morphologie différente, comme la BD. Ouais. Et bon, voilà, c'est... Donc ça vous fait... Ça t'attend, Quentin. Ouais, non, mais moi j'attends le truc, franchement, par curiosité. Bon, voilà, après j'en attends pas grand chose sur le plan de la qualité, mais par curiosité, j'aimerais bien voir. D'accord. Je suis passé aussi par la capitale, Paname, pour m'acheter un petit peu de trucs de contrebande. Et j'ai vu qu'ils allaient fermer un ciné pour le rouvrir et faire un ciné pour diffuser les films du patrimoine. Donc je reprends mes notes là parce que je m'embrouille un petit peu. Ouais, oui, bah ça. David, toi tu aimes bien ça, voilà, c'est les Gaumont Gobelins. Voilà, c'est le Gaumont Gobelin à Paris en fait, Gobelins, qui est donc, comme son nom l'indique, qui appartient au groupe Gaumont Pâté, Europalace, et qui va donc fermer pour rouvrir donc 5 salles qui seront entièrement consacrées aux films du patrimoine, aux vieux films. Et donc, donc bien sûr le Guépard, les Enfants du Paradis, etc. Mais donc pas seulement le catalogue Gaumont, parce que Gaumont bien sûr détient plein de films. Mais ça sera ouvert donc à tous les vieux films. Alors je trouve que c'est pas mal de mettre en concurrence les nouveautés avec des vieux films. Parce que bon, c'est toujours intéressant de voir éventuellement des vieux films faire plus que des nouveautés. Mais ils vont passer que des vieux films ? Voilà, oui. C'est entièrement 5 salles sur des vieux films. Alors je sais pas quelle est la... Ah oui, mais au total, il y aura combien de salles dans le cinéma ? 5. D'accord, c'est vraiment que 5 salles là-dessus. Okay. Alors je sais pas à quelle année se situe la barre vieux film ou voilà, mais en tout cas on sera vraiment essentiellement 30, 40, 50 des films de ces époques-là voilà qui tourneront en boucle. Et le site ne proposera pas de popcorn donc voilà, donc ça c'est la grande news. Ça c'est la grande news, ah, oui. Alors c'est vrai que les cinémas d'arrêt d'essai et compagnie en général, les popcorns sont prohibés. Exactement. Non, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Ouais. Mais non, mais c'est vraiment bien. Alors en même temps, c'est vrai que ce concept surfe sur la vague de la nostalgie, parce que c'est vrai qu'on vit dans une époque un petit peu comme ça. Bon, faut dire que c'est vrai que quand on voit un peu dans tous les domaines, il y a des choses qui sont pas forcément emballantes, donc les gens ont tendance à retourner vers le passé. Mais si ça permet de faire découvrir voilà, des vieux films, non, c'est très bien. Ouais, moi je le vois comme ça, le moyen de faire découvrir des vieux films à des gens qui ne les auraient pas connus. C'est très bien, voilà. J'espère qu'il y aura des Star Wars. Ouais. Oh putain, mais arrête. Mais pense ce sabre, Luc. Pense ce sabre. Oh là là, le gamin fait n'importe quoi. Bon. Reprenons des news, là. Notre ami David Lynch, qui se moquait des Star Wars. Il va faire un film. Il va faire un Star Wars ? Non, je pense pas. Il va jouer dans le film de sa fille. Puis après, il annonce qu'il va refaire un long métrage. Donc, soit ça va être 5 heures. Soit ça va être du sublime, comme le Skyway, tout ça. Soit ça va être du caca, comme Inland Empire. David Fincher, qui prend l'eau, qui va, a priori, réaliser 20 milieux sous les mers. Donc, moi, pourquoi pas ? Ça pourrait revenir à quelque chose de plus onirique, de plus sympa en termes de mise en scène, de trouvailles cinématographiques, ce qui n'était pas le cas de ces derniers films. Ouais. Voilà, il y a Apichatpong, Warisitakul, qui va refaire un film, après Uncle Bumby. C'est le film préféré de David, ça. Ouais. Ça, je m'en fous, je dis juste pour parler de Apichatpong. En fait, c'est juste le plaisir de dire Apichatpong. C'est ça. Apichatpong. Apichatpong. Voilà. C'est vrai que c'est rigolo à dire. Cool. Ouais, c'est cool. Voilà, c'est ça, c'est bien cool. Et donc, également petite rubrique nécrologique. Parce que voilà, c'est triste. Donc Roger Ebert nous a quittés. Donc je pense que vous savez un peu c'est qui, c'était un éminent critique américain. Qui avait des avis plutôt tranchés, des critiques assez acerbes. C'était plutôt sympa à lire. Nous, sur Tatooine, il y avait toujours ces critiques qui traînaient sur un point du bras. Voilà, comme ça. Et également le décès de Ray Harryhausen. Donc, ça c'est triste. Ça. Ce qui est très très triste. C'est le roi qui c'est le roi du stop motion. Eh oui. Ah. Et ouais. Harryhausen.
Il a D'accord. fait le choc du titan, les squelettes dans les Sinbad, tout Ah mais il est pas... Merde, il était pas vieux alors. Ah si. Ah si. Ah bon? Non mais les vieux. Ah. Ah oui, je te Pas parle. les... Non, non, non. David. David, ça va? Monsieur Patrimoine. Ça va, David? Ça va? Pas de stop motion avant le dernier choc du titan. Bon, Hein? Je comprends rien. Il y a c'est pas de grave, stop motion dans le dernier choc des titans. il y a Out of Africa, c'est pas grave. Bref, ok. Bon allez, donc Harry Harryhausen, hein, les versions la petite. Putain, Dark, t'es pas bien, t'es malade un peu. Non, j'ai chopé la syphilis avec une pute sur Tatooine. T'es sûr que c'était pas Grido? Bah si, c'était une pute de même race. Moi j'aime bien avec ses petits cheveux qui me frottent mes parties, j'adore ça. Oh, c'est tellement sale. Voilà, Dark, je pense qu'il y avait des sécrétions un peu étranges, enfin bref. Voilà les amis. Écoutez, il y a mon fils qui a fait le bordel là, il va falloir que j'aille m'occuper de lui. Je vais devoir vous laisser. Ouais. Ok. Ok, bon bah Et occupe-toi. bah une prochaine alors Dark. Et si tu croises Bilbo, passe-lui le bonjour hein, quand même, moi il me manque un petit peu. Ouais, ça marche. Pas de problème. J'essaie de voir. Je vais faire un petit détour par la contrée. Avec mon TIE Fighter, ça me prend 30 secondes. Je pouvais faire le malin là-bas avec mon Land Speeder. Et voilà, très bien. Écoutez les amis, je vous dis au revoir. Bon, ouais, rentre bien, hein, soigne-toi bien. Allez, soigne cette mauvaise toux là, c'est pas, ça fait peur. Hein. À très vite. Salut. Dark, à bientôt, à la prochaine. Bon, ça fait du bien de pas se faire insulter, hein. Ouais, ça c'est sûr. Et donc voilà, de retour donc pour les films du mois. Et ben on va commencer par David. Don Ferdinando! Agnese, per favore. Don Ferdinando, Agnese ed io ci dobbiamo sposare, credetemi. Dobbiamo sposarci presto, prima di Natale. Sì, presto, parliamone, ma tanto c'è tempo, no? E prima devo consumare il mezzo lutto del mio povero nonno e poi... Non devi pensare male. Rosario m'a sempre rispettato. Lo giuro. Alors, on commence par David qui va vous parler d'un vieux film, 1961. Alors, bon, on rappelle quand même le principe qu'en fait, on parle... Attends, rappelle-moi le titre du film. Divorce à l'italienne. D'accord, c'est pas mariage à l'italienne. Non. Non. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que je crois que Christophe il a pas regardé le bon. Bah, c'est un... Ouais, il était pas bien. Mariage. Bah, je peux tout de suite parler. Mariage à l'italienne, c'est chiant, c'est pas drôle, c'est pas bien. On voit Sophia Loren en slip. Voilà, c'est ma seule compensation. Voilà. Bon, allez, pardon, David. Mais il s'agissait donc de divorce à l'italienne, donc c'est pas la même chose. Et donc c'est vrai que donc on a pour coutume de parler d'un film qu'on a vu dans le mois qui s'est écoulé. Donc moi c'est un film qui m'a marqué, que j'avais vu l'année dernière et que j'ai décidé de revoir ce mois-ci tellement il m'avait plu. Donc c'est un film de Pietro Germi, qui était un cinéaste italien qui est pas aussi connu finalement que Dino Risi ou Comencini. Parce que c'est vrai que quand on parle de cinéma italien et de comédie italienne, bon, on pense tout de suite à bien sûr au Monstre ou au Fanfaron de Dino Risi. Et c'est vrai que ce divorce à l'italienne, et Pietro Germi, sont moins connus. Et notamment ce film qui, je pense, mériterait d'être vraiment plus connu, d'être il a tout à fait sa place aux côtés des autres films emblématiques du cinéma italien. Bon, pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un chef-d'œuvre, hein, c'est pour ça que je l'ai revu donc très vite. D'habitude, je laisse écouler plus de temps qu'un an. Alors, pour parler un petit peu du synopsis rapidement, donc c'est Marcello Mastroianni, donc ça se passe dans les années 60 en Sicile. Marcello Mastroianni qui est marié avec une femme avec laquelle il s'emmerde. C'est une femme qui lui casse les pieds, qui est sans arrêt pinaillée, elle a de la moustache, enfin bon, vraiment il en peut plus. Classique. Dans le même temps, il est follement amoureux de sa cousine, qui est absolument super belle, qui a 16 ans, en plus, qui est mineure, voilà. Hardcore. Voilà. Et donc, alors problème, c'est qu'à cette époque en Italie, on ne peut pas divorcer. Le divorce n'est pas autorisé. En revanche, il va lire un fait divers dans le journal. Il découvre qu'on peut réaliser un crime d'honneur. C'est-à-dire que donc un crime d'honneur, on peut par exemple assassiner l'amant de sa femme ou de son mari lorsque... ou même sa femme si elle nous a fait cocu. Voilà, tout à fait, ouais, exactement. Et je comprends pas
pourquoi c'est toujours plus en vigueur. Ouais. Ok. Voilà, donc c'est assez, c'est quand même assez exceptionnel. Donc c'est un postulat de départ qui est finalement pris donc de la société italienne, donc une société qui interdisait le divorce, mais qui autorisait. Enfin, quand je dis autorisé, le crime d'honneur, c'est une peine dérisoire. Voilà, lorsqu'on assassinait son conjoint qui C'était des circonstances atténuantes, donc voilà, voilà, donc voilà. 3 ans, ouais. C'était de 3 à 5 ans. Parce que du coup ça m'a choqué hein, quand même. Je me suis un peu renseigné et ouais ça existe vraiment quoi. C'était de 3. Moi je prends 3 ans pour se séparer d'une grognasse. Non mais pas c'est ça grand-chose. qui est extraordinaire, c'est que bon, on peut imaginer ça dans certains pays encore aujourd'hui, mais c'est en Italie. Je crois que le crime d'honneur a été aboli. Non, ça a été aboli hein. Oui, mais il y a pas si longtemps que ça, en 81 je crois. Ouais, c'est ça. Donc et le divorce autorisé en 69. Donc enfin c'est absolument fou quoi, c'est extrêmement c'est la proche de nous. mafia. C'est le divorce italien job. Une époque bénie. Et alors bon, donc bien sûr, là où le film est donc assez génial, c'est que donc Marcello Mastroianni va essayer de trouver un amant à sa femme qui a absolument pas envie de le tromper, mais comme lui il voudrait commettre ce crime d'honneur, il va lui chercher un homme, il va essayer de le pousser dans les bras de sa femme, il va essayer de la prendre en flagrant délit, sauf qu'il va y arriver, et il va se passer tout un tas de rebondissements qui seront extrêmement remarquables. Donc le scénario est absolument formidable, hein. Je crois que il y a de quoi nourrir tout un tas de films faibles en scénario aujourd'hui. Au niveau du comique, on joue sur énormément de registres. On a le comique de répétition là avec un couple de jeunes gens qui sont pris sans arrêt sur le fait en train de s'embrasser par Mastroianni, alors que lui il en a absolument rien à foutre hein, donc eux, ils sont tout gênés. Voilà. C'est bien sûr une satire sociale hein, parce que les personnages dans le film sont tous à peu près répugnants. On a cette espèce de mafia justement qui s'en mêle, on a donc Mastroianni quand même, dont il faut préciser qu'il s'envoie de fausses lettres donc de dénonciation de sa femme, donc pour comme pièce à conviction lors du futur procès qu'il compte avoir une fois qu'il aura assassiné sa femme. Il y a des tas de scènes très rigolotes qui confient moi également. j'adore son jeu aussi à Mastroianni avec son petit tic avec de visage un tic là. permanent, voilà, Ouais, oui, tout à chaque fait, fois. ouais. Alors il ne l'a pas dans Mariage à l'italienne. Hein. Je pense qu'il le fait exprès. Hein. Ouais. Oui, c'est pour ça. Je pense qu'il y est pas. Hein. Dans Mariage à l'italienne, il est très Georges Clooney. Merci oui. Christophe. Voilà. Christophe qui regarde De pas les rien. bons films. C'est quand même hallucinant cette histoire. Et donc il y a tout, pareil, il y a un aspect vaudeville aussi à un moment donné dans le film. Pareil, bon, il a un Je enregistrement. l'ai trouvé assez soft hein, quand même l'aspect. J'avais très peur hein, quand j'ai lancé le film. Hein. Je m'attendais à un vaudeville à l'italienne. Mais justement, non, mais c'est ça qui est bien, c'est que le film c'était joue, relativement soft. Ouais, le film joue justement. sur tous les registres du comique, c'est extrêmement varié, et l'aspect vaudeville est effectivement peu marqué, mais très rigolo. Il y a cette scène où bon, ils s'achètent un enregistreur pour enregistrer leurs débats éventuels, donc ils passent des journées à enregistrer, puis au moment où ça commence à devenir croustillant, et ben il a plus de bande, donc voilà, la preuve s'envole. Donc voilà, mais faut quand même dire, au-delà de tout ça, du plaisir qu'on prend à voir le film, c'est que c'est quand même extrêmement osé, tout comme un tas de films de cette époque, un tas de films italiens. Aller donc faire du personnage principal d'un film un homme qui non seulement veut se débarrasser de sa femme, envisage de la tuer pour ensuite partir avec une jeune fille mineure, qui en plus est sa cousine. Bon, c'est ça, moi vraiment... j'ai trouvé, alors j'ai mes petites notes, et j'ai marqué film cynique et totalement amoral. Ah oui, c'est... Et c'est ce qui m'a le plus surpris, enfin surtout pour l'époque quoi. Mais pour l'époque, oui, mais... Attends, je finis. Parce que finalement, on a l'impression d'avoir des trucs super gras qui vont super loin au jour d'aujourd'hui, quoi. Mais en fait, tu prends des comédies qui sont censées être super dénonciatrices, enfin tout ça, comme Bad Teacher ou Comment tuer son boss. Finalement, c'est ultra moraliste. Ouais. Alors que là, ça c'est totalement. Et puis même la fin elle a un cynique. Ah, la fin qu'on va pas raconter, mais alors, chers auditeurs, voyez ce film. Le dernier plan, il est là, enfin bon. Tu le sens un peu venir, mais. Ouais. Est-ce que on voit quand même une critique de système, ou est-ce que non, c'est bien de tuer sa femme? Non, bah en fait, si tu veux, c'est par le portrait de tous ces personnages qui sont répugnants, hein, que l'on rencontre. Donc ça se veut quand même une critique du système. C'est une vraie satire sociale, et oui, c'est oui, totalement, ouais.
Totalement. Mais c'est pas rabâché quoi, elle est vraiment filigrane la critique. Hein, oui, mais c'est comme tu dis, c'est par le portrait, donc tu le film est très toi-même en fait. C'est bien, le c'est film ça, est très subtil. Il y a aussi cette espèce de mise en abîme où à un moment donné, Marcello Mastroianni va dans un cinéma où on projette la Dolce Vita dans lequel il joue quand même. Oui. Et la Dolce Vita qui était quand même un pilier de la culture italienne à l'époque. Enfin, c'est un film qui était extrêmement important et c'est vrai que le film est totalement plongé au cœur de sa situation sociale de l'époque et joue de tous ces éléments et c'est en ça qu'il est très réussi à associer à un scénario qui est quand même écrit remarquablement bien. Alors après moi au rayon des défauts justement j'ai trouvé quand même la première partie un peu lente quoi, parce que vu que il faut vraiment avoir en tête la situation sociale, l'exposition est hyper longue quoi. C'est-à-dire que tu vois... T'as 1 heure d'exposition avant d'arriver au vif du sujet, quoi. C'est-à-dire que là, on te présente cette vie à l'italienne, cette famille qui vit ensemble... et puis, oui, il y a l'enjeu qui est... Enfin, c'est ça, il y a l'enjeu... Les enjeux qui sont présentés, mais c'est... Bon, on le voit déjà quand même amoureux de sa cousine de 16 ans, qui est quand même absolument magnifique. Je crois qu'il faut la citer, c'est Stefania Sandrelli. David, il aime les teens. Comment ? David il aime les teens. Non mais elle a fait d'autres films après, je te rassure, mais non, elle est absolument magnifique. Et c'est vrai qu'elle a... Ce qui est drôle, c'est qu'en plus dans ce monde justement amoral et cynique, elle a ce teint qui est ultra blanc, elle a cette candeur justement qui est accentuée par contraste finalement avec tout ce qui l'entoure, qui n'est que cynisme et amoralité. Elle représente la pureté. Elle est un beau contraste à elle toute seule. Elle la rencontre un soir dans un jardin, donc il y a un côté idéalisé, fantasmé de l'amour, alors que bon voilà, tout autour c'est finalement tout est puant et l'innocence qui rencontre le grand méchant. Oui, en quelque sorte. Ouais. Mais pour terminer sur la question du fait que c'est osé pour l'époque, oui et non, parce qu'il y a des tas de films italiens à cette époque-là, et notamment Dino Risi, qui sont extrêmement culottés. Et par exemple, je pense au Sexe Fou de Dino Risi, qui est un film à sketch. Ouais. Donc chaque sketch parle de sexe. Et chaque sketch aborde la question du sexe sous différents angles. Par exemple, il y a un personnage qui ne peut faire l'amour que dans les transports en commun. Donc il s'éclate partout sans arrêt, même dans une pirogue à Venise. Enfin, voilà, donc on a tout un tas de transgressions, alors sans même forcément voir un sein ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment parler de sexe de façon transgressive, et c'est impressionnant parce que c'était il y a plus de 50 ans. Et aujourd'hui, effectivement, des films qui se veulent sulfureux le sont beaucoup moins. Voilà. C'est ce qui m'a le plus surpris, moi. Voilà, et donc c'est quand même un film qui aujourd'hui, même s'il n'est pas aussi connu que d'autres, a quand même eu à l'époque le prix de la meilleure comédie à Cannes, l'Oscar du meilleur scénario, un prix pour Marcello Mastroianni en Angleterre, le Golden Globe pour Mastroianni également, donc il y avait eu plusieurs prix à l'époque. Voilà. Ok, donc divorce à l'italienne. Fame. Glamour. Perfection. What if you could find it all at the tip of a needle? Here at the Lucas Clinic, we strive to bring you closer to celebrity than ever before. With samples drawn directly from the source, you can be connected in ways you never imagined. Et on va passer à Christophe. Ouais, eh bien écoutez, moi, ce mois-ci, j'aurais pu chroniquer un film d'Angelina Jolie, mais j'ai opté pour Antiviral de Brandon Cronenberg, ce qui, au vu de l'actualité, revient un petit peu au même. Donc le pitch, c'est un film d'anticipation dépressif. L'intrigue se déroule dans un futur proche, aseptisé et minimaliste, avec beaucoup de tons blancs, des lignes épurées, genre de choses. Et il dépeint une société froide et déshumanisée, dans laquelle le culte de la personnalité est devenu un échappatoire, voire pire, un mode de vie et carrément de mort. Donc c'est une critique de notre société et de ses travers médiatiques. Qu'est-ce qui fait rire? T'as bien préparé ton texte, ça me fait rire. Ah, tu vas voir, j'ai fait un bon truc. Là, j'ai fait un bon truc. Parce que je sais, je lis, parce que je sais qu'il va le défoncer le film, donc je fais un bon truc. Tu vois, t'as pas fini. Donc c'est une critique de notre société et de ses travers médiatiques. Le but de la vie de chacun réside dans l'idolâtrie de célébrité.
Donc la particularité du film, ces stars, elles souffrent toutes de maladies plus ou moins répugnantes qui les amènent à se déformer petit à petit avant de mourir, visiblement rapidement, quoi. Donc la raison de vivre de la population de cette société est de se faire injecter par le biais d'une société, d'une immense corporation visiblement, les maladies de leurs idoles, tout en se nourrissant de cellules musculaires clonées de leur chanteur ou actrice préférée. Donc on est vraiment dans un culte de la personnalité poussé à son paroxysme, quoi. On vit dans une société où voilà, on a un culte de la célébrité, des fois des célébrités qui font rien, quoi. Et là, Allô, on a carrément le culte. Allô, oui, allô. Tu m'entends plus? Non, j'ai imité Nabila. Oui. Ah putain, t'es con. Ben c'est ça, mais c'est ça. Sauf que là, on en est carrément. Les gens sont accros carrément aux maladies de carrément ces gens connus, quoi. Donc le film suit un employé de la société qui est chargé de collecter et de vendre les virus. Et très rapidement, à s'apercevoir que cette personne, elle a volé une machine qui permet de traiter les virus pour son usage personnel, et du coup, ça lui permet de revendre les cellules au marché noir. Et donc, on va très vite basculer dans une folie aliénante, glaciale, étrange, onérique et même parfois poétique. Donc, par la suite, le commercial devient un cobaye, une sorte de nid de germes qui est exploité par un revendeur au marché noir et plus tard par la société elle-même. Ce qui a un parallèle évident de l'aliénation subie dans le monde du travail, quoi. On récupère ce qu'on veut de l'employé afin de le vider pour mieux s'en débarrasser plus tard, quoi. Et donc le virus devient carrément une drogue, une métaphore ultime qui va sceller le destin du héros. Donc on voit par exemple dans une scène où il est attaché comme un pantin à les tuyaux de la machine, où sa bouche devient une sorte du radiateur duquel coule du sang, donc du virus, donc de la matière première pour la boîte, qui est donc une dépendance sublimée et effrayante, qui est donc annonciatrice du pire pour le héros, quoi. Donc le reste du film se compose d'une déambulation terne et hallucinée du héros, entre la perte de la réalité, l'errance pseudo-salvatrice et une quête du corps malade où l'esprit s'abandonne. Donc la maladie est primordiale, à tel point que l'humain en devient une masse sanguinolente de muscles, de muqueuses et de tendons dans une machine. Donc le seul but est d'incuber le virus, le maintenir en vie pour créer de la matière première, donc de l'argent pour la société. Et l'effet est flagrant, le réalisateur nous fait ressentir ça à travers un rythme, un montage fantomatique, une perte des repères fantasmée où la perfection devient cellulaire, l'orgasme et le désir vers la fin résident uniquement carrément dans la maladie, dans la contagion, donc dans le sang, quoi. Donc au final, Antiviral est une dystopie orwellienne à mi-chemin entre Gattaca 1984. Non mais on dirait les cahiers du cinéma là. C'est ça. Depuis tout à l'heure, j'ose rien dire. Mais c'est comme le film, je comprends rien, ça critique. Mais si, c'est un film dépressif. Ah oui, comme les cahiers du cinéma et Télérama, quoi. Mais si vous voulez, le film, je comprends que quand t'as pas aimé, hein, le mec il aime bien. Non mais attends, moi je l'ai pas vu, ça a l'air super bien. Hein. Je trouve que J'ai une question, les célébrités dans le film, elles sont fictives? Ouais, oui. D'accord, ok. Oui. J'ai été déçu d'ailleurs qu'ils aient pas gardé des vrais noms. Ouais. Et d'ailleurs, ce sera un des points de ma critique justement. Ça aurait été ridicule avec des vrais noms. Mais non, parce que en fait, c'est bon alors moi j'ai pas du tout aimé, hein, vous l'avez compris de toute façon. non, j'ai trouvé que c'était pas bien. Hein. Donc voilà, et puis déjà l'univers quoi, et je le trouve vraiment pas tangible. On n'y croit pas une seule seconde quoi. Alors le fond est là, mais tu sais, il y a vraiment pas de... Je sais pas, on se dit pas justement le fait que ce soit pas des vraies célébrités, du coup on se sent pas super impliqué. Tu vois pas... Enfin, tu vois pas de qui il parle et tout. En plus, tu vois vraiment tout l'univers est focalisé sur cette recherche, sur cette idolâtrie quoi. Tu vois que des scènes comme ça, donc tu les vois aller à la boucherie justement pour acheter du steak de célébrité et tout, mais tu vois du coup t'as pas l'impression qu'il y ait autre chose en fait dans ce monde. Non, et justement. Ouais, mais du coup je trouve qu'on n'y croit pas une seule seconde. C'est pas. Moi je trouve que ça rajoute. Ça rajoute de l'aliénation. Tu veux dire quand ils vont s'acheter un steak, t'as l'impression qu'ils vont à la boucherie, qu'ils prennent un steak normal. Mais ça, il y a ça. Mais je veux dire que voilà, tout ce qu'on montre, tout l'univers qui est montré est entièrement centré sur les célébrités, cette idolation des célébrités. Et du coup, on se sent pas du tout impliqué. Tu vois, t'as pas l'impression. Tu vois pas les gens acheter leur pain, machin et tout, et partir vers autre chose.
voilà, de moins consensuel. Donc Mais il y a que ça d'important pour eux. Le film se ouais, base mais je là-dessus. trouve que moi du coup j'y crois pas. Enfin, je trouve que l'univers est vraiment pas tangible, quoi. J'avais pas réussi à rentrer dedans déjà. Donc déjà un mauvais point, quoi. Après, comme ta critique, hein, moi l'intrigue, j'ai rien compris. Hein. Le fond, alors autant le fond, d'accord, je suis d'accord, c'est très bien. L'idée de base, le pitch de base est très bien et très intéressant. mais je trouve qu'il se perd dedans avec des complications inutiles et compliquées et que je sais pas où il veut en venir et pourquoi il nous montre ça. Donc voilà. Et puis le rythme est quand même catastrophique, quoi. C'est d'une lenteur extrême, quoi. Et alors, C'est très onirique. J'allais en venir de ma critique. Si vous voulez, Ah, je c'est la pas termine, onirique là. parce que c'est lent, hein. Parce que franchement, Non, pas forcément, moi, mais je vois pas il l'onirisme apporte là-dedans. plein Hein. d'éléments En oniriques. plus, c'est clinique, tu vois, c'est propre, c'est lisse. Ouais, c'est, totalement. ouais, mais je vois pas l'onirique. donc justement, et par rapport à la mise en scène que fait David Cronenberg, donc son... Mais c'est vraiment du sous Cronenberg, hein. Ouais. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était le fiston qui essaye de copier le papa, hein. Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc c'est du Cronenberg, donc clinique et tout. Mais il manque vraiment tout le côté organique et viscéral que peut avoir un Cronenberg, quoi. C'est même mal à l'aise quand même, la lenteur maladive du film rend mal à l'aise. Ouais. Le film se base sur la maladie, le rythme du film. Mais t'es pas bien, c'est comme après le film, moi, t'as envie de prendre une douche, surtout, t'as envie d'aller chez ton médecin. Moi, ça m'a donné surtout envie de dormir. Le mais rythme est malade, le rythme du film est malade. Donc ça habite encore plus le film. Mais y a pas de rythme. Oui. Ouais, bah justement, oui, pareil, le héros qui est malade tout du long et qui se décompose de plus en plus au fur et à mesure que ça avance, mais c'est d'une lenteur, le mec arrive même pas à marcher dans un couloir, alors bon, putain, ça met 10 ans, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un peu long, Je sais pas, je trouve que l'idée de base était très très bien, mais que le film est complètement bancal et qu'il est passé à côté, quoi. Et puis ouais, ce côté... En plus, il parle de virus et le film est pas organique une seule seconde. C'est très clinique, ça fait très carré, tu vois. Alors que Cronenberg, il parle des jeux vidéo avec Existence, le truc le moins organique possible, et il arrive à t'en faire un truc crade et tout. Vraiment, t'as l'impression d'être dans le corps humain, tout ça. Et par contre, là, il te parle de virus, de maladies, de machin, de bactéries et tout. Et t'es complètement détaché, quoi. Ah ouais, le film est aseptisé totalement, ouais. Ouais, mais moi j'ai pas aimé du coup. J'ai pas aimé ce parti pris. Ok. Voilà, donc non, grosse déception hein, pour moi. Hein. Je m'attendais vraiment à un truc très bien et c'était chiant. Bah moi j'ai quand même beaucoup aimé. Voilà. J'ai noté mais je te laisse conclure. J'ai noté Chris. des plus des moins, et donc je disais qu'au final, je trouvais que c'était un film. Bah alors vas-y Chris, je te laisse finir. Je trouvais que c'était un film au final un peu expérimental, glauque, un peu bancal, mais tellement original que je pouvais que saluer, moi personnellement qui aime l'originalité, le parti pris, l'ambiance dépressive, mortifère quoi, du film. Moi j'y ai vu du Shivers, de La Mouche, du Existence, du Vidéodrome, voire même du Crash de Cronenberg. Donc certes oui, on sent que c'est le mais fils tout ça à en moins papa. bien. Oui peut-être, mais moi ça fait 10 ans que Cronenberg me fait plus ça. Donc j'étais content de voir ça quand même. Moi c'est pas History of Violence, c'est pas Les Promesses de l'Ombre. C'était un putain de film qui est certes pas organique, mais qui est quand même viscéral. Que j'ai trouvé quand même dégueulasse. Le héros, il est malade, on le suit, il est de plus en plus malade, il a une mine, il est pâle. Mais je trouve qu'on s'y attache tellement pas au héros. Pas du tout. Pas On s'y attache, mais lui. c'est une pourriture le héros. Mais ouais, mais moi j'y arrive pas hein, après du coup. Le héros, quand j'en ai rien à foutre, enfin, qui m'horripile à ce point-là, j'arrive pas à me rentrer dans le ça film. dépend. Moi, j'ai vu ce film comme un flottement. Et moi, j'aime bien ce genre de film. Mais c'est vrai que bon, ça flotte. Ça flotte, je suis d'accord. Donc, pour moi, les plus, il y avait l'originalité du pitch, du traitement. Il y avait le design du visuel du film et son cachet minimaliste. Moi, j'aime beaucoup. Ça m'a fait penser à Gattaca. C'est le genre de choses qu'on voit plus beaucoup. Donc, il y a beaucoup de blanc, c'est très épuré, des plans fixes. Donc, pas tape à l'œil, j'ai aimé. J'ai aimé l'aspect de torpeur maladive donc du film, qui à la fin on a envie de prendre une douche, d'aller faire un check-up chez le médecin. Je trouve qu'il met bien mal à l'aise. Moi j'ai bien aimé tout ce qui était les métaphores libres. On n'est jamais guidé dans ce film. Il nous laisse vraiment avoir notre propre idée de la chose, quoi. Il nous laisse vraiment même imaginer tout le film, quoi, au final.
je sais pas, même l'acteur principal, on sait jamais vraiment ce qu'il ressent, on sait jamais vraiment pourquoi il fait ça. C'est à nous de l'imaginer. J'aime beaucoup ça. Et je trouvais que moi les acteurs étaient pas dégueux, quoi. Je trouvais qu'ils étaient pas mauvais. Non, les acteurs sont plutôt bons. Et après, dans les points négatifs. Malcolm McDowell, le héros alors? Non, c'est pas le héros lui. Par contre, il fait une apparition. Lui, il est un peu ridicule, quoi. De toute façon, ça fait 20 ans que le mec cabotine. Hein, donc il est là, il cabotine un peu avec des lunettes de soleil Monoprix. Bon, on n'a pas trop compris pourquoi, mais bon, il est pas là beaucoup. Donc dans les points négatifs, j'ai trouvé que c'était parfois lent. Donc le rythme peut rebuter, effectivement. Ouais, parfois. Mais moi, je trouve que ça. De la première à la dernière minute. Moi, je trouve simplement que ça symbolise l'agonie et la détérioration lente physique et mentale, quoi, tout simplement. Dans les mois, il y avait aussi pas parfois où le film veut en venir. Donc je comprends que pour les gens qui sont un peu teubés comme toi, ils comprennent pas. Et voilà, donc qu'il faut pas entendre. Dans le point négatif encore, c'était que Brandon faisait un peu comme papa, quoi. Donc le résultat est malheureusement pas Vidéodrome ou Scanner, malheureusement. Mais moi, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça m'énerve. Regardez ce qu'il y a au cinéma en ce moment, et ça, c'est un putain de film. C'est un putain de film qui a des couilles, qui est pas comme les autres. C'est un putain de film qui s'est dit, moi je veux pas de star, je veux pas un pitch à la con, je veux pas mettre des bitches à poil pour faire venir les gens. Parce qu'il avait pas d'argent. Mais peu importe, c'est bien. Je pense pas que Amour a coûté de la thune, par exemple, tu vois. Et voilà, on est dans un truc consensuel et tout. Là, on est vraiment dans un putain de parti pris. Ça m'a fait penser à du Matthew Barney. Je sais pas si vous connaissez Matthew Barney, le mec de Björk. Non ? Bon, visiblement non. Ouais, non. non. Eh ben, toi, tu... Allez, c'est déjà trop long comme critique. Non, mais juste pour dire, allez vous renseigner sur Matthew Barney. C'est un plasticien qui fait des vidéos très contemplatives, très baroques, et ça m'a beaucoup fait penser à son travail. Donc c'est très artistique. On l'arrête plus, il y a un bouton pour le couper, le mec. Non mais j'arrête, mais allez voir ça et ouvrez-vous un peu à ce type de film, bordel, quoi. Where is it? I can't remember. I got hit on the head. That you remember. Have you ever been hypnotized before? Whatever is in his head, she can find. I want you to relax, Simon. Stop. What can you make him do? Anything. Alors, et donc moi je vais vous parler du dernier Danny Boyle, Trans, qui est sorti mercredi dernier sur les écrans. Donc voilà. David, toi, tu l'as vu, hein, c'est ça ? Je l'ai vu. Bon, alors, le Danny Boyle, moi j'adore Danny Boyle, hein. Déjà je fais un petit peu la filmo, mais Trainspotting, Petit meurtre entre amis, 127 heures, c'était son dernier, j'avais adoré. Sunshine, 28 jours plus tard, que des excellents films. Slumdog Millionnaire, je mettrais pas dans la case excellent film. Bon film. Oui, non, moi non plus, voilà. Mais je pensais que tu citais sa film. Non, je cite les films que j'aime bien dans sa film. D'accord. Donc voilà. Et là, du coup, c'est plus du côté de Slumdog, justement. Trans, j'étais un petit peu déçu, quoi. Donc après, je trouve que le film reste une honnête série B, quoi. Mais ça vole pas très haut, quoi. Alors l'histoire, on va parler un peu de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un voleur de tableaux, donc qui va faire un casse avec une bande de braqueurs. Donc il s'associe avec Vincent Cassel et au cours du braquage, il se prend un coup sur la tête et il oublie où le tableau est planqué. Donc du coup, il décide de suivre des séances d'hypnose pour savoir réveiller sa mémoire et se rappeler où il a pu cacher le tableau. Et donc découle de là tout un jeu de faux-semblants où on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui a été implanté dans sa mémoire. Voilà. Donc après, moi le problème c'est que je crois absolument pas à l'hypnose. Et tout repose dessus, donc... surtout comme elle est faite dans le film, en fait. Voilà, et du coup, tout me paraît un peu tiré par les cheveux, en fait. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, David. Si tu veux, donc tu me donnes la parole, je te laisse en parler. Pour moi, c'est une des pires merdes que j'ai jamais vues au cinéma. Ah non, j'irai pas jusque-là, après. C'est absolument minable. Carrément. C'est nul, c'est zéro. Ça part dans tous les sens. On fait semblant de faire un truc compliqué pour
pour un petit peu, voilà, regardez, c'est un film compliqué, c'est un film à rebondissement. Sauf que des rebondissements, il y en a toutes les 10 C'est minutes. ça. Et le film peut d'autant mieux se permettre de faire des rebondissements qu'étant donné que les personnages sont complètement transparents, qu'on sait pas d'où ils viennent, on sait pas ce qu'ils sont, que Oui, finalement on peut et tout se permettre. un truc très bizarre On peut aussi, tout se parce qu'il permettre. prend des acteurs, putain, j'ai un trou, je sais plus le nom, l'acteur, le héros là. James McAvoy. Il prend ouais. McAvoy, donc qui a un putain d'accent écossais tout du long. Il prend Cassel qui a un accent français à couper au couteau avec ses Chipouzzatir, Ouais. It's not real. D'ailleurs, il parle anglais aussi bien que moi, le mec. D'ailleurs, j'ai trouvé vraiment mauvais là-dedans. Hein. C'est. Je sais pas si ça vient de Je lui sais ou pas si s'il c'est fout la là, hein, direction d'acteur franchement. en fait. Ouais. J'ai l'impression que les acteurs sont en roue libre, hein, de toute façon. Danny Boyle, parce que alors après, au rayon du visuel, pour moi le film est magnifique quoi. Visuellement, Ouais, c'est le pas mal, montage, ouais. les cadrages, la lumière. Donc sachant que le directeur de la photographie c'est Anthony Don Mantle qui avait fait justement Dredd dont on a parlé la semaine dernière. Mhm. Pareil, les lumières sont excellentissimes quoi. Voilà. Mais donc moi j'ai adoré la scène d'intro. Oui, mais les 10 premières minutes sont vraiment bien. Hein. Tu Voilà. te dis, On ça se va dit être putain ça va excellent. être un film formidable. Scène d'intro, 10 minutes, vol du tableau, etc. Après le générique démarre, oh là là, on tombe mais dedans, c'est génial. Et puis alors après on arrive dans un truc complètement alambiqué, donc truffé de passages mais grotesques hein, quand même, parce que le comique volontaire il vient pointer son nez plusieurs fois. Oui, c'est vrai. On a cette espèce de bonne femme, docteur psy à la noix là qui fait son hypnose. Alors on dirait vraiment en voyant ce film on a l'impression l'hypnose il suffit de prendre une voix suave. C'est ça, et de dire Maintenant, bon tu alors vas faire maintenant ça, tu vas vous ouvrir la allez vous porte. rappeler où vous avez caché le tableau. Ah oui, effectivement. Voilà, effectivement, je me rappelle. Mais c'est ça, hein. C'est ça l'hypnose marche et fonctionne comme ça. Bah, vous pouvez me croire ou pas, moi je sais que même l'auto-hypnose marche. Hein. T'as même pas besoin de voix toute seule, quoi. Il faut que tu te mettes ton corps en décontraction, ça fonctionne avec la respiration et t'arrives dans des états de Oui, non, mais transe, d'accord, mais bon, tu dis comment le corps en décontraction, je veux dire, même, ça tu le vois pas dans le film, c'est-à-dire que t'as vraiment l'impression, asseyez-vous, vous faites ci, faites ça, enfin, ça, c'est vraiment, ça paraît vraiment grotesque. On a une scène où là j'ai carrément éclaté de rire, où donc la psy laisse entendre qu'elle va coucher avec McAvoy, et Cassel qui lui dit le cul comme thérapie ? Point d'interrogation. Oui. Bon. Et attends, non, la réponse est quand même excellente. Elle fait oui, bon, on a essayé tout le reste, alors autant tenter ça. Non mais bon voilà, bon si tu veux tout le film est à cette image là. Alors on me Non, mais répond faut- ah non mais c'est génial. On me répond c'est génial, c'est foutraque et tout. Mais oui mais à ce niveau-là c'est du n'importe quoi. Donc c'est moi ça m'a paru complètement facile dans la Mais il est mesure très où, facile ça- hein, le film. Hein. Mais voilà, c'est très facile. Il y a une façon de filmer aussi chez Danny Boyle. Bon, moi j'aime pas trop Danny Boyle. Hein. À la rigueur, celui que je préfère c'est 127 heures que j'avais vraiment adoré. Bah, Et, ça peut-être découle Trainspotting. pas mal de 127 heures là, je trouve sa mise en scène. Mais oui, Avec mais ses grands 127 heures, angles, bon. ses très gros plans, ses décadrages. Ce qui était bien avec 127 heures, c'est comme il avait un mec coincé avec un rocher sur le bras, il pouvait limiter les délires de mise en scène à des fantasmes Ouais. qui donc justifiaient le type de mise en scène. Là, bon, avec des personnages qui marchent dans tous les sens, enfin bon, c'est complètement, ça part dans tous les sens. Et il y a ce côté facile où finalement, il détourne. Je trouve que il y a par exemple c'est une scène où les personnages discutent là, dans un appartement. Scène d'après, ils sont au pieu, ils baisent. Enfin, on saute de truc en truc. Il y a une manière de faire des ellipses, comme si, voilà, on zappe. Il y a une façon de dire la vie c'est facile, on fait les choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment, c'est une mise en scène. Mais en même temps, avec un pitch, une bande-annonce et des acteurs comme ça, vous attendiez un bon film, vous. Bah, moi, Danny Boyle. Oui, mais ça veut rien Bah, dire. Danny Boyle, hein J'ai envie de te dire David Lynch, mais bon, Inland Empire, ça veut rien dire. Oui, non, mais certes. Mais oui, si, avec le pitch quand même, un braquage, un pitch de braquage, pourquoi Non, pas. mais le pitch est pas à synopsis, remettre c'est- en cause, je pense. Le synopsis est absolument génial. Bon. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a un film, il y aurait un film noir, j'ai pas retrouvé, mais je suis sûr qu'il y en a un qui aurait à peu près dans les années 40 ou 50, un Howard Hawks ou John Huston. Moi, ça m'a fait parce que penser c'est à vraiment l'affaire génial. Thomas Crown un peu. Voilà,
un mec qui se souvient plus d'où il a volé, où est-ce qu'il a mis un objet dérobé. On imagine après une espèce de quête introspective, quelque chose de vachement psychologique qui pourrait être vraiment intéressant et pas cette espèce de truc avec une psy. En fait, tout est complètement c'est n'importe quoi. Puis alors la fin, alors, c'est le carrément faux twist là, tout le monde, parce que Oh là alors, moi là. avant de la voir, je sais plus qui m'avait dit, un ami qui me dit ouais tu vas voir le twist de fin, c'est terrible. Et franchement, bon, on va pas le spoiler là quoi, mais il semble assez convenu quoi au final. C'est un peu, c'est du Shyamalan en fin de vie quoi. C'est je mets un twist pour mettre un twist. Encore faut-il avoir suivi le film de manière éveillée jusqu'au bout, ce qui est pas mon cas, donc tu vois, je vois même pas de quoi tu parles. Pour donner un petit peu le degré. Mais à vous entendre, c'est aussi pitoyable que les scènes avec la Nicole Kidman en psy dans Batman Forever. Non, mais ça c'est David qui abuse du coup. Non, parce que après, bon, je trouve que le film, en fait, se laisse suivre, mais il faut vraiment, faut pas chercher, chercher plus loin, quoi. Faut vraiment. C'est bien dommage, c'est le mal du cinéma moderne. Non mais c'est une souffrance oui, ah bah oui, de non ce mais film, au contraire. David, il en pouvait plus. C'est vraiment. En plus, je sais pas. C'est vraiment un petit Danny Boyle quoi. La musique, t'as pas gonflé, toi qui aimes pas la musique électronique, parce que donc c'est truffé de tes bah alors musiques si la BO j'ai technoïdes, noté, hein, c'est Rick Smith, donc c'est un ancien de Underworld et non, je trouvais qu'elle était quand même pas mal. Hein. Bah non mais tu sais, moi j'aime bien, mais rien que l'utilisation qu'il fait de la musique est archi convenue. Mais il le fait toujours comme ça en fait, avec les thèmes qui démarrent bas et qui s'amplifient de plus en plus là. Mais tu vois par exemple, t'as une scène, donc t'entends la techno, machin, boum boum machin, ça, les beats et tout ça, puis alors après, hop, t'as James McAvoy, il est au téléphone, il y a une conversation, donc là la musique se calme, là, puis ça repart après tout d'un coup au moment où il raccroche. Mais tu voyais venir ça, tu voyais venir. Je lui dis mais c'est trop nul, c'est vraiment tout est balisé. Ouais, bon, ça encore ça me choque pas plus que ça. Même l'utilisation de la musique, même sa mise en scène, enfin c'est zéro. Il a vraiment pas aimé. Les acteurs qui sont nuls, la psy elle est nulle, c'est Rosario Dawson. Les acteurs, je crois, oui Rosario Dawson elle est catastrophique. Bah, en même temps, après... Cassel a toujours été catastrophique en anglais. Hein. Non mais je trouve que... Mais je trouve pas, dans Black Swan il est pas il est pas terrible dans Black Swan. Il est pas terrible dans les ah non, il est pas mal. Dès qu'il est en anglais, il est pas terrible hein, le gars là quand même. Je trouve que dans Black Swan il est pas mal, ailleurs c'est vrai. Mais moi les acteurs me choquent pas plus que ça, enfin McAvoy et Cassel, mais je pense que c'est la direction d'acteur quoi, elle est catastrophique, le mec on voyait qu'il était à fond. Mais il y en a pas, non il y en a pas. Puis là à la fin tout est en roue libre quoi, il y a plus rien de maîtrisé quoi, c'est... Et puis comme tu disais en parlant des personnages complètement interchangeables parce que au final voilà t'en as un alors tu sais pas s'il est écossais, t'en as un tu sais pas s'il est français, l'autre elle est portoricaine, elle habite à Londres, enfin tu vois non mais c'est très bizarre ce melting pot de culture qui est jamais expliqué en plus je trouve. Donc voilà après non mais après moi je dirais petit film, petite série B qui se laisse suivre, faut vraiment rien en attendre quoi. Megadaube un film pizza du samedi soir. Bon toi Megadaube pour David. Ok, bon et bah allez sur ce, on va passer à ah bah non, il y a un coup de fil encore une fois. Allô. Hallo. Allô. Ja, hallo, Andreas. Allô. Hallo. Ich möchte mich mit Andreas Hofmeister unterhalten, bitte. Hallo? Können Sie mich hören? Ah, ich kann Sie nicht hören. Ah. Andreas. Je comprends rien. Allô. Sie müssen unverzüglich zu mir kommen. Es gibt ein paar Veränderungen, die ich Ihnen erklären will, was unseren kleinen Anschlag in Cannes betrifft. Ich warte auf Sie. Kommen Sie schnell. Mais je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allô? Qui c'est? C'est un employé d'Orange, je pense. Mais qui essaye de nous vous vendre un êtes truc. des Français? Oh, ça bah par oui. exemple, je me serais trompé de correspondant. Oh, je suis sincèrement navré, messieurs, de vous importuner et je vous présente mes plus plates excuses. Qu'est-ce que c'est que ce faux gars? Qui c'est? Je m'appelle Christophe Valls. Voici mon cheval Fritz. Il y a un canasson. Auriez-vous, monsieur, l'obligeance de me dire à qui j'ai l'honneur de m'adresser? Eh bah, vous êtes sur le podcast Instant Critique, un podcast cinéma. Podcast cinéma? Oh, mais comme c'est intéressant. Figurez-vous que moi-même, je suis dans le cinéma.
Ah oui, bon, moi je suis un grand fan. Quel est votre nom, je vous prie? On t'a vu bouffer des millefeuilles, on t'a vu dans Tator et Derrick. Quel est votre nom, je vous prie, monsieur? Ah, moi c'est Quentin, moi. Ah, Quentin, je connais bien Quentin, c'est un bon ami à moi. Oui, bah oui. Et comment s'appelle votre jeune ami? Je m'appelle Christophe. Je m'appelle comme toi, Christophe. Christophe, das ist doch ein schöner Name, un bien joli nom que vous avez là, Christophe. Il aime bien antiviral. Mais j'y pense, à tout hasard, seriez-vous des amis de monsieur Lapadite et son délicieux verre de lait, hein? Oui, oui, on connaît bien. À la bonne heure. Bon, votre numéro apparaissant dans ma liste de contacts qui m'a été remise par mon dévoué camarade Herr Müller. Je suppose que vous devez être de notre petite opération cannoise, hein? Tout est-il prêt pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il raconte? Non. Enfin, si, ce soir, je vais voir Gatsby, ça compte? Ah, mais vous n'êtes pas... dans ce cas, je nous vois dans un profond embarras, messieurs. Ah ouais. Que faites-vous donc dans ma liste? Puis-je vous demander ce que vous faites? Vous animez un blog, mais vous aimez le cinéma? Ah oui, on aime beaucoup le cinéma. Pourquoi tu nous appelles? Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut nous expliquer. Mais oui, on aime beaucoup le cinéma. La perspective de me retrouver assis des heures à regarder des films affligeants avec des mondains obséquieux qui viendront se pavaner mes cœurs au plus haut point. C'est clair que t'es pas obséquieux du tout, toi. Il va sans dire... Monsieur Ruston, gentleman, je vous prie. Il va sans dire que le projet de perturber... le fight des deux Christophe. Quelque peu le déroulement du Festival de Cannes m'enchante au-delà de tout. Je suis en ce moment d'autant moins disposé à subir l'inanité de cette engeance que mon cheval Fritz, qui vous a adressé un petit salut quelques minutes plus tôt, est intenable et qu'il n'est plus sous la garde de mon palefrenier actuellement valétudinaire. La vache, il a bouffé un dico. Mais je vois que... Putain, j'ai l'impression d'écouter la critique à Christophe, merde. Je vois que mon français atteint là ses limites. Et que je ne semble pas être compris de vous. Pardonnez-moi, ce n'est jamais que ma troisième langue. Oui, non mais si, on comprend. Mais c'est quoi l'histoire de Cannes? Moi, je veux savoir, moi. I am afraid we might have to switch to English, gentlemen, which will be more convenient for the three of us. As I said, I intend to cause a lot of disturbance during the Cannes Film Festival, and I wanted to make sure you knew exactly what you had to do. But since you are not part of the project, you are going to forget this conversation, or I will endeavor to have it erased from your memory. Be sure that I will pay you a visit if you tell anyone about our little chat. Goodbye, gentlemen, and don't forget to forget. N'oubliez pas d'oublier. Il est parti en couille tout seul. Bon, bah, au revoir. Oh la vache. Et bah voilà. Y'a plus personne. Bah, ça, c'est très bizarre, hein. Très étrange comme appel. C'est chelou, lui. Hein. Ah ouais, il est bizarre. Ça a l'air d'être un connard à la vie comme au cinéma. C'est ça, mais j'ai pas tout compris à ce qui s'est passé, mais bon. Allez, et bah on va enchaîner du coup, alors, vu qu'on parlait de Cannes sur notre petit débat. Ah, il m'a rendu fébrile, hein, lui. Nous voici donc arrivés au moment pivot de cette émission, à savoir le débat. Et aujourd'hui, nous allons parler du Festival de Cannes, puisque effectivement, il s'ouvre ce soir, le 15 mai. Il va durer 10 jours, du 15 au 25 mai. Et ce sera l'occasion donc de découvrir tous les films de la rentrée, puisque généralement, les films cannois, bien souvent, sortent à l'automne. Et cette époque est connue pour présenter des films souvent plus adultes, plus intello, plus parfois élitistes, ce qui va justement, plus bobo. Oui, et puis ce sera aussi l'occasion de faire du people. Hein. Voilà, tout à fait. Mais justement, nous allons parler de tout ça en répondant, en tout cas en discutant autour de la question qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir est-ce que le Festival de Cannes est toujours un festival grand public, un festival... de cinéphiles, un festival qui peut intéresser le plus grand monde, ou bien un festival qui ne va concerner qu'une élite, qu'une caste particulière. Est-ce que finalement le Festival de Cannes a toujours été un festival grand public? L'a-t-il jamais été? Nous allons tenter de répondre à tout cela, donc tous les trois. Donc
pour commencer, simplement, peut-être par Quentin, qu'est-ce que tu en penses donc aujourd'hui de ce festival de Cannes? Festival de Cannes, c'est de la merde. Non, je vais pas dire ça. Moi j'ai jamais été très intéressé par le festival de Cannes. Après j'aime bien regarder rapidement les films en compétition, mais comme tu le dis, ça sert plus pour appréhender les films de la rentrée automnale plutôt que de vraiment participer au palmarès, tout ça. Enfin, la compétition en elle-même m'intéresse pas plus que ça, quoi. Voilà. Et toi, Christophe? Moi, pareil, ça m'intéresse pas des masses, comme vous avez pu le voir, j'ai des goûts un peu spéciaux, et en général Cannes ne fait pas honneur au cinéma que j'aime, que très rarement. En même temps j'ai un peu l'impression quand même que ça reflète quand même l'état du cinéma, parce que dans les années 80, 70 il y avait parfois des bons films, et maintenant j'ai l'impression que ça se tasse un peu. Moi j'ai du mal ça m'intéresse pas des masses. Disons que j'ai un peu du mal de la récupération, un petit peu des médias, tout ça, ça devient le phénomène où oui, il faut regarder, tu vois, Cannes et tout ça, et au final, j'ai même l'impression que des fois, bon nombre de films sont surestimés de par leur présence à Cannes, quoi, ou de par leur prix. Mais justement, alors est-ce que le festival de Cannes, qui a donc quand même dont c'est la 66e édition qui s'ouvre aujourd'hui, est-ce qu'il était différent il y a 50 ans ou 40 ans? Est-ce qu'il vous semblait peut-être plus grand public, moins grand public? Est-ce qu'il vous semblait différent ce festival? Peut-être le cinéma qui était différent. Je sais pas, j'ai l'impression depuis quelques années. D'ailleurs, c'est un thème que je voulais aborder dans le podcast des Actionneers et j'ai oublié de le mentionner. Moi, je pense que le cinéma reflète une époque. Donc, on était dans les années 80, on avait peut-être besoin. Tout allait bien dans les années 80, donc on avait peut-être besoin de plus rêver, plus s'aérer. On nous proposait des films peut-être un peu plus originaux. Et j'ai l'impression que maintenant qu'on est dans une période un peu plus dure, on a des films qui s'attachent plus à la réalité. Et donc du coup, j'ai l'impression que de plus en plus m'ennuyer quand je vois les sélections ou les films dont on parle, quoi. Je vais pas parler des frères Dardenne. Pour moi, c'est l'exemple typique de l'ennui de Cannes, quoi. Mais alors, Cannes adore les Dardennes. Ouais. Mais alors, après, attends, moi, juste, je sais pas, je saurais pas te le dire si il y a 50 ans c'était mieux ou pas, mais rien que tu prends une vingtaine d'années, dans les années 90, quand tu vois que des films comme Pulp Fiction puissent être promus à Cannes, j'ai pas l'impression que ça puisse arriver maintenant, tu vois. Ouais, est-ce que c'est pas parce que Pulp Fiction proposait quand même quelque chose de vraiment différent, de vraiment nouveau et différent. Justement, après, Cannes, je trouvais qu'avant c'était peut-être une vitrine pour montrer un cinéma un peu différent ou un peu nouveau, ou faire connaître des jeunes réalisateurs, parce que Tarantino c'était son deuxième film, et maintenant j'ai l'impression que c'est plus connu d'avance, quoi. De toute façon, c'est toujours les mêmes réas qui sont là-bas, et puis mais il faut pas oublier que en fait ça dépend, le palmarès dépend chaque année donc d'un jury qui change et d'un président, et c'est vrai que Pulp Fiction, alors il faudrait se rappeler, est-ce que quelqu'un se rappelle qui avait décerné la Palme d'Or à Tarantino? Ah non, je sais plus. En 94, parce que c'est vrai qu'avec un autre jury, il aurait pu ne pas l'avoir. Et donc c'est vrai que il y a ça aussi qui compte beaucoup. Mais alors donc pour à la fois reprendre ce que vous avez dit, avancer un petit peu, finalement pourquoi est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui de savoir? C'était Clint Eastwood. Ah, c'était Clint Eastwood. Voilà, ceci explique cela peut-être. Ouais, c'est bien vu. Ouais. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se pose la question de savoir si Cannes est toujours un festival grand public ou pas? C'est parce que, comme vous l'avez dit, donc il y a une impression d'invité permanent, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes réalisateurs. Donc par exemple cette année, les Dardennes. Bon là il y en a pas, mais voilà les Dardennes. Mais c'est vrai que voilà, dès qu'il y a un film, on a l'impression qu'ils doivent, certains réalisateurs vont systématiquement être à Cannes, comme c'est le cas pour Desplechin, je crois qu'il y est pour la 5e fois. Desplechin il est là. Bah Haneke aussi, bon là il y a pas de film. Haneke, les frères Cohen aussi, aussi intéressant soit-il. C'est vrai que je crois qu'à peu près tous leurs films, si le film sortait à peu près à ce moment-là, donc se sont retrouvés à Cannes. Quels sont les noms aussi que vous avez l'impression d'entendre à chaque fois? Almodovar, bien sûr. Almodovar, oui, à peu près incontournable. Polanski, non? Comment? Polanski. Nani Moretti.
Ouais, oh là là. Mais alors, ce qui est drôle, on a cette impression, donc ils viennent avec un film, donc même avec plein de films, puis après ils vont se retrouver président du jury. Donc on a tout le temps cette impression, parce que Nanny Moretti était président du jury aussi, on a toute l'impression que c'est cyclique, un coup c'est pour la Palme d'Or ou autre chose, et un coup c'est pour c'est en tant que président du jury. Mais c'est vrai que du coup, est-ce que finalement ça détourne un petit peu le grand public, ou au contraire est-ce que le grand public adhère à cette caste de cinéastes promus systématiquement à Cannes? Parce que quand même, souvent c'est des films qui marchent à la rentrée quand même, que ce soit tous ceux qu'on a cités, la Moretti, Almodovar, tout ça. Est-ce que c'est le fait de participer à Cannes et de gagner qui fait marcher les films? Moi je pense. Il y a certaines fois je pense. On parlait tout à l'heure, Le Pianiste, qui a été un succès presque mainstream, je doute que s'il n'aurait pas été mis en avant par Cannes, il ait eu cette aura, quoi. Après, moi, je trouve aussi... Après, quand je vois... Ouais, vas-y. Non, mais j'allais dire, pour répondre à la question de David, moi, je pense que le Festival de Cannes est quand même très grand public. Ça se veut un peu paillettes et tout, enfin, c'est ce que les gens regardent. Il y a toujours un battage médiatique autour... Moi, j'ai mon idée là-dessus. Moi, je pense qu'il y a le côté bling-bling, donc la compétition, les films de Refn et compagnie. Quand Refn va passer son film, il va être au Grand Journal, ça va être la teuf, on a ce côté horrible. Mais moi, je reste persuadé que Cannes est un festival quand même de cinéphiles élitistes. Parce qu'il y a quand même la sélection Un Certain Regard, la quinzaine des réalisateurs. Ça, médiatiquement, on n'en parlera pas. Mais les amateurs de films ukrainiens, yougoslaves entre divorcés vont courir aller voir ce genre de choses. Est-ce qu'il y a vraiment du monde là dans ces salles là? Je pense, le cinéphile, ouais. Enfin, le cinéphile, qu'est-ce qu'on appelle cinéphile, quoi. Mais je pense que les amateurs de cinéma un petit peu plus pointus, plus indépendants, ouais, vont voir ces films, ouais, je pense. Après, j'ai pas de chiffres. Je sais pas, moi par exemple, tu vois, je prends Télérama. Télérama, à chaque fois ils vont dire ah bah oui, on a vu 2 films. À chaque fois, c'est des films super connus quoi dans la journée. Télérama, c'est très grand public. D'accord. Bon. Ah bah oui, Télérama. Oui, bah ça se voit un peu. C'est grand public bobo alors. Oui, je dirais pas que c'est grand public Télérama. Télérama, regardez les ventes de Télérama, c'est quand même grand public, les gars. Ouais, mais enfin bon, alors après c'est un autre débat. Donc qu'est-ce qui est grand public, qu'est-ce qui est bobo, qu'est-ce qui est élitiste? Parce que c'est vrai que moi je pense que... Alors vas-y David. Télérama, dans un foyer sur 2, tu vas avoir Télérama, c'est quand même... oui, mais t'as un foyer sur 2 à Paris, à Lyon, dans des grandes villes, tu sors de... Oh, je suis pas si sûr, hein, les gars. Ah, je pense... Ouais, moi j'en suis pas si sûr pour toi aussi. Moi je suis pas d'une grande ville, je peux vous assurer que dans le coin il y a des Téléramas, quoi. D'accord. Ok, bon alors vas-y David. Mais non, mais donc Christophe a effleuré donc la question. C'est vrai qu'il y a un décalage quand même formidable entre la sélection, mais je parle même pas d'un certain regard, quinzaine des réalisateurs, etc. La sélection officielle qui va nous sortir, je me rappelle de ce film Eureka, un film japonais de 4 heures en noir et blanc sur une prise d'otage dans un bus. J'avais pas vu, ça me disait bien, remarquez, mais bon, qui est quand même, on peut pas dire que ce soit grand public. Non, oui. Et effectivement, le côté paillettes, le côté plage, les photos, tapis rouge, les stars, les starlettes qui viennent se montrer. D'ailleurs, on se rappelle justement dans les années 50, enfin on se rappelle pas, mais on peut regarder quand on cherche un petit peu. C'est là qu'on voit la notion de starlet, les starlettes qui viennent se montrer en bikini. Là, pour moi, Brigitte Bardot qui faisait parler d'elle. Donc il y a vraiment un décalage finalement entre le support du Festival de Cannes qui sert à plein de gens pour se montrer et effectivement les films quand même ultra pointus. D'ailleurs, donc sans parler de Eureka, donc plus récemment Oncle Boonmi qui avait beau être une palme d'or, mais enfin quand tu vois le film, tu peux pas dire que c'est un film grand public qui peut intéresser qui que ce soit, et même la Palme d'Or finalement ne lui fait profiter que d'un éclairage limité tellement le film est pointu. Donc il y a un vrai décalage entre cet aspect paillettes et d'ailleurs les marketeurs l'ont bien compris, puisque souvent il y a des campagnes de promotion, de marketing, des immenses banderoles qui sont un peu étalés partout dans la ville au moment de Cannes pour promouvoir des gros blockbusters américains qui n'ont finalement, parfois ils sont présentés hors compétition, mais parfois pas, et qui n'ont donc aucun rapport avec le festival. Donc le festival sert souvent de support. Je me rappelle de la promo donc de Last Action Hero avec Schwarzenegger qui était venu à Cannes. Il y avait eu tout un machin, il y avait la moitié de la ville qui était bloquée.
Bon, c'était du délire, la fête, les cris, enfin partout, mais c'était pour un film hors compète. Et bon, ben voilà, la sélection officielle va intéresser un public de cinéphiles un peu plus pointu, mais le grand public va s'intéresser à la rigueur. En plus, Cannes, bon, c'est la plage, le soleil, bon, il y a toute une mythologie qui y est associée, qui fait beaucoup plus fantasmer, c'est sûr, que d'autres festivals comme Berlin ou... Moi, je mettrais quand même une réserve. Pour moi, ce qui est grand public, c'est pas forcément les paillettes et tout ça. Pour moi, les paillettes et compagnie, c'est la fange, parce que c'est des trucs qui vont carrément se retrouver en public, gala, tu vois. Ça, c'est même plus du grand public, quoi. C'est de la... Oui, enfin bon, ça l'est quand même. Ah, vous considérez ça comme du grand public, vous? Après, faut mais est-ce qu'Amour est grand public? Non. Non. Voilà. Ok, voilà. bon. Mais Amour, il est pas paillette. Non. Amour, c'est tout sauf paillettes, voilà. Non, bah oui, mais justement, donc Amour rentre dans la catégorie film qui intéresse cinéphile, public pointu, et donc à ce moment-là, le festival, lorsqu'il est composé de films comme Amour, n'est pas grand public. En revanche, les gens vont s'y intéresser quand même pour le côté glamour, etc. Mais je trouve que le côté glamour, ils ont de plus en plus de mal à l'entretenir quand même. Parce qu'on a cette impression, bon voilà, ce que je disais tout à l'heure, les années 50, des vedettes... après, regarde, là, tu vois, il le lance ce soir avec Gatsby, on y est à fond dans le côté glamour, quoi. Oui, bah alors, Gatsby, est-ce que c'est pas un peu surfait, ce film? Parce que il y a toujours... bien sûr, sans doute, si. Il y a toujours une déception quand même avec Cannes, on a l'impression que le truc est gonflé à mort, puis finalement, les gens sortent, tout le monde est déçu du film... Oui, mais c'est ça, parce que justement... Dans les années 80, c'était pas le cas dans les années 80. Est-ce que c'est pas un problème du cinéma de maintenant? Dans les années 80, je sais pas si particulièrement le festival de Cannes était plus emballant. Je sais pas si en 80... Ah si. Sous le soleil de Satan de Piala en 87, je sais pas si c'est un film qui te... Ah, tu prends le truc qui a défrayé la Les ailes du chronique... désir, le sacrifice de Tarkovsky, bon je sais pas si c'est des films qui te parlent. Les ailes du désir, c'est très très bon, ça fait rêver. Oui. Donc c'est un film qui est... Je trouve que oui, il y avait quelque chose que les films de maintenant n'ont peut-être pas forcément et qui invitaient plus à la rêverie. Le cinéma devient plus terre à terre, donc Cannes perd un petit peu de son côté fantasmagorique, mystique, tu vois. Ça devient quelque chose de forcément plus terre à terre. Quand on vient présenter Rosetta des Dardennes sur la misère humaine, bah on a du mal à dire regardez c'est Clark Gable, tu vois. Moi je pense que c'est lié. Je pense vraiment que c'est lié. Oui, non mais c'est pas fou, mais de toute manière, bon c'est toujours le problème des stars. Qui est-ce qui a remplacé? Est-ce que finalement toutes ces légendes hollywoodienne, parce que c'est vrai qu'aussi on en a pas parlé, mais on peut dire quand même que Cannes c'est quand même souvent les Américains qui font Cannes quand même quelque part, hein. C'est les Américains qui font le monde. Quand on voit Sharon Stone arriver sur le tapis, c'est évidemment toujours plus bandant que Élodie Bouchez ou je ne sais qui. Donc c'est toujours pareil, effectivement. Élodie Bouchez, cette référence d'outre-tombe. Oui, parce que je repense à La vie rêvée des anges, par exemple, qui est un film effectivement à rigueur emblématique du cinéma. Ou l'autre connasse de Rosetta. Chiant canois, non, mais c'est tout à fait vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Emily Dequesne, là. Mais donc pour en revenir effectivement sur la soirée de ce soir, par exemple Gatsby, surtout que en plus c'est un film qui aurait dû sortir déjà il y a longtemps. Donc, mais oui, il est fini depuis belle lurette. Il aurait dû sortir d'ailleurs au départ à Noël aux États-Unis, ce qui fait qu'en gros il est repêché par Cannes pour en faire un événement d'ouverture qui est vrai, c'est vrai à tout du pétard mouillé. Mais c'est pas là que va se situer encore une fois l'enjeu. Je sais pas s'il y a des... Oui, mais par exemple Gatsby, alors on voit, t'as les affiches, t'as vraiment dessus, ils ont placardé film d'ouverture du festival de Cannes. En gros, ça va péter sa mère, quoi. Et voilà, parce qu'encore une fois, et ça c'est vraiment ça c'est le côté paillette, on est d'accord. C'est le côté grand public. Voilà. Tout le monde va aller voir ça. Et pourtant, dans la quinzaine des réalisateurs, bordel, il y a un film de Jodorowsky. Mais ça, personne n'ira le voir. Et les médias n'en parleront pas. Alors que putain, Jodorowsky, quoi, quand même. Oui, mais Jodorowsky, s'il était dans la sélection officielle, ça ferait pas plus de Cannes un festival grand public, hein, parce que Jodorowsky, c'est pas tout le monde. Non, en termes de qualité, justement, le grand public, ils le font avec franchement, quand je regarde la compétition officielle de cette année, t'as du Cohen, Soderbergh, Refn. Refn, c'est l'archétype même du film grand public pour Cannes, quoi, parce que il a fait un carton et depuis qu'il est, je sais pas, il a eu des autres films en compétition officielle.
Pourtant, il a fait des tueries. Ben, j'ai pas l'impression, je pense pas. Alors que là, Drive, tout le monde en a parlé. Drive, c'était tellement hype qu'il ressort un film. Les gars à Cannes se sont dit, bim, lui, il est en compétition officielle. Et ça, si c'est pas vraiment pour faire parler ou pour le bling-bling, je sais pas, quoi. Et moi, enfin, après, Jodorowsky, est-ce qu'il a sa place Non, peut-être pas, parce que autant donner la place à des gens un peu plus récents. Mais quand tu vois un Jarmusch en compétition officielle, bon, pareil, Jarmusch est devenu grand public. Takeshi Miike, quoi, qui a fait Zebraman. Tu vois, qu'est-ce qu'il fout en compétition officielle? Lui, il est quand même grand public, Takeshi Miike. Mais c'est là qu'on n'est pas d'accord. Takeshi Miike, il peut pas... Non, il est pas grand public. Mais Jarmusch non plus, c'est pas grand public. Jarmusch non plus, oui. C'est Jarmusch de... Moi, je suis d'accord. Alors, Refn, pareil. Depuis son film avec Bill Murray, là, Broken Flowers, Jarmusch est quand même pas mal grand public. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on réponde à la question qu'est-ce que c'est qu'être grand public, parce que grand public, tu parles effectivement de Jarmusch à un public de Parisiens, un public de grande ville avec des cinémas en VO à tous les coins de rue. D'accord, mais tu vas en France, n'importe où, les gens Jarmusch ils savent pas qui c'est. Moi je pense qu'à Lyon, au pâté, Jarmusch, ils s'en foutent. Hein. Mais voilà, donc puis alors Miike. Alors et Refn, comme tu dis, ça marche à cause ou grâce à Drive. Voilà. Mais Takashi Miike, vous êtes persuadé que les gens ne connaissent pas? Non, pas Miike. Non, mais c'est après, par contre, il y en a quand même pas mal. Moi, après, je rejoins quand même Christophe. Hein. Soderbergh, par contre, il est grand public. Ozon, pour moi, il est grand public. Ah, tu me dis que Miike et Jarmusch sont pas grand public et Soderbergh, oui? Bah oui, bien sûr. Soderbergh, c'est Trafic, c'est Soderbergh, c'est Trafic, c'est Magic Mike, c'est surtout les 3 Ocean Eleven, 12 les 3 Ocean Eleven. Ah ouais, c'est vrai que c'est lui qui a fait les Ocean Eleven. Bah oui, c'est ça, c'est pas grand public. Bah il est bizarre Soderbergh parce qu'il va faire Ocean Eleven, après il va te faire Bubble. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, les gens comme ça qui font plein de qui varient les genres et les qui varient les crottes, ouais. Qui varient les crottes. Bon. Ouais, bah, bref. Ouais. Mais même les Cohen sont grand public. Oui, les Cohen, ils le sont devenus, mais... Polanski, les gars, Polanski aussi, il est quand même grand public. Voilà, mais justement, après, parce que finalement, est-ce qu'on est d'accord sur je trouve que globalement, la compétition officielle, je prends pas tout ce qu'il y a à côté, mais la compétition officielle est quand même grand public. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi Koreeda Hirokazu. Bah, me dis pas que c'est grand public, ça. Bah non, ça l'est pas, ouais. Bah non, oui. Justement. Il y a quand même en compétition officielle un film de Valeria Bruni Tedeschi. Hein. Oh la vache, ça c'est pas ce que ça fout là. Ça doit être du niveau du téléfilm. La meuf là, qu'est-ce qu'elle est en compétition? C'est affligeant. Mais ça, par exemple pour les Cohen, qui certes sont grand public, c'est vrai que du grand public de qualité, parce que finalement, c'est ça qui est quand même terrible. J'ai l'impression que c'est pareil en musique. Avant, quand on avait des films populaires rimait avec qualité. Je reprends des exemples. Oui, voilà. Le Pont de la Rivière Kwai, La Grande Évasion, voilà, tout un tas de films comme ça, Ben-Hur, etc. C'était de la très bonne qualité et c'était grand public. Et effectivement, aujourd'hui, pour trouver la qualité, on est obligé d'aller vers des choses pointues, vers des cinéastes pointus qui effectivement parlent pas nécessairement de sujets agréables ou quelque chose qui peut plaire à un public large. Et bon, c'est vrai que du coup, c'est pour ça qu'à la rigueur, le festival va devoir changer d'image. Mais finalement, ça tient plus effectivement à la nature des films, ce changement on est d'accord sur ça. Ouais. Mais le grand public de qualité, ça pose pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. C'est ça qui je suis d'accord avec toi. Ouais. Et alors c'est vrai que bon, quand on regarde les palmes d'or d'il y a 50 ans, voire même plus. Alors d'ailleurs à noter que donc les palmes d'or, au tout début le festival de Cannes ne remettait pas de palmes d'or, hein. C'était des grands prix, grands prix du festival. Puis il y a eu donc une palme d'or à partir de 55, une palme d'or qui s'est arrêtée à nouveau en 65 pour revenir à une palme d'or en 75. Donc le festival se cherchait un petit peu. Mais c'est vrai que bon, il y a des palmes d'or qui sont passées complètement aux oubliettes. Voilà, en 62, il y a un film qui s'appelle La Parole donnée d'Anselmo Duarte. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose. Enfin bon, par exemple, Oncle Boudmi d'Apichatpong, je pense que dans 15 ans, ça restera pas. Hein. C'est sûr, c'est certain. Donc, mais c'est vrai que quand on regarde, il y a quand même... Non, mais avec le développement des médias et de l'information, il aura quand même eu plus de visibilité que celui de 62, malgré tout.
Ouais, je suis même pas certain. Peut-être qu'à l'époque, en 62, on en parlait partout. Hein. Ouais, je serais même pas certain. Ouais, je suis pas tellement. Mais alors, pour regarder les palmes d'or qui. Tape quand même Oncle Boonmi sur internet, bon. Oui, mais forcément, c'est obligé, sur internet, il y a tout. Pour parler un peu des. Donc, c'est ce que je dis, ça apporte plus de visibilité malgré tout, quoi. Oui, bon. Palmes d'or vas-y, David. Parce qui sont restés. Donc, en 53, on a quand même le Salaire de la peur. Qui est peut-être un des plus grandes palmes d'or, mais si c'était pas une palme d'or, c'était un prix du jury. Il y a la Dolce Vita en 60, il y a le Guépard en 63, Un homme et une femme, là, le Louche en 66. Donc bien sûr, on arrive quand même aux années 70, il y a eu Apocalypse Now, à égalité avec le tambour. Kagemusha en 80 avec donc de Kurosawa. J'ai oublié Taxi Driver, qui est peut-être le film qui est devenu, avec Pulp Fiction, le plus culte parmi les Palmes d'Or. Et alors c'est vrai qu'on se concentre sur les Palmes d'Or, mais il y a tout un tas de prix qui sont remis en plus chaque année. Et parce qu'il y a quand même le Grand Prix, c'est ça ? Voilà, il y a Grand Prix du jury, prix de la mise en scène, prix d'interprétation masculine, féminine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que donc dans les années 50, il y avait des prix complètement, beaucoup plus fantaisistes, qui permettaient de récompenser plus de films et de varier également les genres. Parce que par exemple, 47, prix du meilleur film psychologique et d'amour, prix du meilleur film d'aventure et policier, meilleur film social, meilleure comédie musicale, meilleur dessin animé. Donc ce qui suppose au départ de sélectionner, de varier les genres, ce qui aujourd'hui te ferait par exemple plaisir, Christophe, puisqu'on irait prendre des séries B, on irait prendre des films de science-fiction, moi, je trouve que c'est de pas manière mal, obligée, pour de coup avoir à récompenser un film en tant que meilleur film de science-fiction, par exemple. Je savais pas ça, mais c'est moi je trouve ça logique, parce que dans un sens, oui, tu vas mettre du Refn en face de Bruni Tedeschi. Qu'est-ce que ça veut rien dire dans un sens. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, non, c'était une bonne idée. Alors c'est vrai que parfois, quand ils veulent récompenser un film et qu'ils n'y arrivent pas, ils vont créer une catégorie. Hein, c'est arrivé certaines années. Moi, j'ai pas d'exemple tout de suite là, si vous en avez un, mais donc effectivement, ils avaient récompensé des films. Grand Prix du jury, ça ? Comment ? Grand Prix du jury ? Non, mais ils vont inventer un titre, prix, okay. pas prix des 50 ans de cinéma iranien. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais voilà, effectivement, ils créent des prix pour pouvoir récompenser des films parfois plus atypiques qui se retrouvent dans la compétition. Voilà. Mais alors qu'attendre finalement de ce festival ? Parce que c'est vrai le palmarès tombe et chaque année on est quand même souvent un peu déçu. Est-ce que cette année, quand même, vous avez une attente parmi la sélection de cette année ou pas du tout ? Je sais pas, les films après, je les ai pas vus et le problème c'est que de toute façon ils vont sortir plus tard, quoi. Oui, mais des fois quelque chose qui te fasse. Moi, j'attends impatiemment le Abdelatif Keshish. Je plaisante. Putain, j'étais en train de me dire, il est sérieux ou bien là ? Non, bah moi Jarmus. Je sais pas, moi, donner un prix à Mickey. Moi, j'aime bien Mickey, moi. Ouais. Faut voir ce qu'il va faire. Ouais. Mais faut voir Mickey. Mickey, il est capable de la pire merde comme lui, sublime. C'est le Steven Soderbergh des extrêmes, vraiment. Hein. Ah ouais. Lui, il est fou. Lui. Ouais. Non, mais je sais pas. Moi, le problème, c'est que. Moi, après, à la limite. Après, vous allez me. Ouais, pardon, vas-y. Sur les films que j'attends, moi, il y a le James Gray, le Alexander Payne, le Refn, quand même, un peu. Et puis voilà, les Coen, peut-être, faut voir. Mais les Coen, pareil, ils me déçoivent un film sur deux, donc je suis sceptique. Ouais. Moi alors vous allez me dire si c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui deviens un hater ou je sais pas quoi. J'ai l'impression que les premiers films des réals sont souvent meilleurs que ce qui tombe après. Si tu veux, Jim Jarmusch, j'adore ses premiers, et petit à petit, je trouve que c'est moins bien. Et là du coup, j'attendrais presque celui de Jarmusch, mais bof quoi. Je sais pas vous, moi j'ai l'impression que c'est de moins en moins bon. Les Coen. Putain, j'ai préféré leur premier film que ce qui est venu plus récemment, par exemple. Oui, pour en revenir à notre débat là qui nous intéresse. Ouais, vas-y, David. Je sais pas, tous ces noms là qu'on cite, que vous citez,
c'est quand même désespérant, parce que pourquoi est-ce que le Festival de Cannes ne proposerait pas finalement des films de réalisateurs inconnus chaque Alors année, voilà, enfin, moi c'est ce que j'aimerais vraiment. Pour faire le buzz. Ouais, oui, mais justement et voilà, ils veulent pas le faire parce que c'est ce que ils pensent que ça va pas buzzer justement, c'est le marketing qui veut ça. Encore une fois les gars, il y a 15-20 films en compétition officielle, il y en a 100 autres qui sont justement ce que vous recherchez, tu vois, non, mais oui, d'accord, mais comme les projecteurs sont braqués sur la compétition officielle... Ouais, mais qui dit projecteur braqué sur quelque chose, dit com, dit blé, dit il faut qu'il y ait du monde, faut qu'on en parle. Oui, mais ils pourraient faire de la com avec des jeunes réalisateurs. Le problème n'est pas là. Ils pourraient, s'ils voudraient, ils pourraient. Je vois pas ce qui les empêche. S'ils voulaient, ils pourraient, mais s'ils voulaient, ils pourraient. On peut vendre tout et n'importe quoi. Hein. On peut vendre du yaourt au Festival de Cannes, donc faut pas déconner. Bon, là, je suis un peu plus quand même sceptique. Hein. Va faire du buzz avec des noms inconnus comme ça. Ah si, tu vois, tu fais le nouveau jeune réalisateur de machin ultra prometteur et tout. Surtout s'il y a un acteur connu dedans. Si tu peux tout vendre. Hein. S'ils voulaient, ils auraient pu, tu vois. Ouais, vous croyez, vous hein. Ah bah oui. Après, ils le veulent pas. Ils font pas ça parce que ça va être trop compliqué, ou ils se disent que ça va pas intéresser les gens, ou tu vois. Parce que finalement, le gros problème, à force de reprendre systématiquement le film d'un réalisateur adoubé qui va systématiquement à Cannes, finalement, il y a une certaine perte de crédibilité. Parce que quand on voit en compétition pour la Palme d'Or, bon, ça n'a plus le même impact. Enfin, ça n'a plus forcément d'impact. C'est-à-dire, Haneke, il en a eu combien déjà, par exemple, de Palme d'Or? Parce qu'il les a souvent en plus. Il en a déjà eu 2. Non. Enfin, tu sais pas. Amour, tu le vois en compétition dans une prochaine fois à Cannes. Tu te dis, bah, il va l'avoir de toute façon. Non, tu te dis pas forcément ça, mais tu te dis, tiens, il est en compétition, c'est obligé. Voilà. Parce que c'est plus. C'est plus quand même cette compétition permanente des mêmes qui est désespérante. C'est ça, oui. Mais... C'est ça, c'est qui gagne ou pas. Rien que le fait qu'il soit en compétition, tu te dis. Non, bon, mais déjà, encore, le mec en a déjà eu 2, ça sert à rien de le reprendre en compétition. Comme tu dis, David, je préférerais qu'on mette l'accent sur des gens qui n'ont jamais rien eu et qui sont pas encore connus, tu vois. Créer à la limite, créer des nouvelles stars plutôt que d'asseoir la popularité de gens qui le sont déjà. Qui sont déjà grand public. Mais c'est ça, mais. En même temps, bon voilà, parce que j'ai l'impression c'est intéressant, mais en même temps, ils le font parfois, même s'ils décernent pas la palme. Genre Old Boy, qui est quand même devenu mainstream. Old Boy, il a eu le Grand Prix du jury, hein. Ouais, il a pas eu la palme. Non, il a pas eu la palme. Ça, pour moi, c'est un peu. Alors, soit je suis vraiment dans mon coin, mais Old Boy, il est devenu un peu mainstream. Tout le monde connaît mainstream. Tout le monde connaît Old Boy, même des gens qui. Oui. Dans ce que je. Donc tu vois, mais je suis pas d'accord avec ça, hein, c'est drôle. Hein. Vas-y. Oh putain, Old Boy maintenant. Mais je pense tout le monde. Old Boy, oui, mais certaines catégories, nous, parce qu'on est jeunes et parce que. Mais c'est pas grand public, c'est pas. Putain, mais pour faire clair, grand public, ça passerait sur TF1. Eh ben, mais attends, Old Boy, quand il est sorti en DVD, ma parole, dans les magasins, il y avait des grands stand-up énormes où il y avait les DVD remplis, il y avait même la pub du DVD à la télé sur TF1 et compagnie. Old Boy, Ouais. Bah, Old Boy, ils vont même en faire un remake, les ricains, donc c'est dire. Ouais, non, si, Old Boy, quand même, quoi. Si, le Park Chan-wook quand même, il a quand même bien été aidé en France à être connu avec ouais, c'est vrai pour Old Boy. Mais en même temps, Old Boy, il l'a eu, c'était quand Tarantino était président du jury. Arrêtez de me troller. Oui, bah peut-être. Oui, et c'est là qu'on se rend compte qu'aussi le réalisateur, enfin le choix du président du jury influe peut-être sur la qualité de ce qui est donné ou pas. Ça me paraît logique, oui, c'est normal. Tu vas prendre un Tarantino, tu sais que tu vas pas avoir le même type de film que si tu prends un Haneke en président. Oui, ça c'est évident, effectivement. Mais ce que je veux dire, bon, donc on va essayer de se diriger vers la conclusion. Ouais. Qui est quand même un vrai festival grand public. Je sais pas, ce serait un festival où on trouverait des films populaires, de qualité. Les profs. Mais comme, je sais pas, les profs, les gamins, etc. Infiltrés. Non. Comme ça existe je sais pas, Argo, Alceste à bicyclette, pourquoi pas, je sais pas, un Jason Bourne s'il y en avait un bon, enfin voilà, tout un tas de films. Ça c'est des films grand public. Et c'est pour ça que je peux pas, Jarmouche, Old Boy, c'est pas des films grand public, c'est des films qui s'adressent à des gens qui ont un certain regard sur le cinéma parce qu'ils connaissent le cinéma, parce qu'ils ont vu des tas de films.
Et donc en partant de là, c'est pas, enfin je peux pas. D'accord, non mais je vois ce que tu veux dire, ouais, David. Ok. Oui. Parce qu'on n'a pas doit pas avoir la même Mais définition après- de grand public, c'est pour ça. Après, il n'y a aucun festival qui existe où tu vas avoir des films des Charlots ou du Bienvenue chez les Ch'tis, on est d'accord? Oui, non mais ça c'est sûr, Ouais. Mais je pense que quand même Cannes est plus pointu que Berlin, que Venise. Alors là, ouais. Berlin, je suis pas sûr. Berlin, il récompense des gens comme Tsukamoto et compagnie quand même. Ce qui est quand même loin d'être quelqu'un de mainstream. Je suis pas sûr non plus. Moi, j'ai l'impression que tous les festivals, même Sundance, c'est un peu élitiste au final. Hein. Oui, bah ça l'est devenu. tu vois. Ouais. Tu vas, enfin élitiste, oui, tu vas avoir des trucs d'auteur et tout, mais tu vas pas avoir les blockbusters ou les films, on va dire vraiment grand public. Hein, ça. Mais après, en même temps, je sais pas, moi, pour moi, les films grand public, c'est plus du business du cinéma, peut-être. Est-ce que ça mérite vraiment d'avoir un festival, tu vois? Oui, non, mais c'est pas faux. Mais donc, en tout cas, voilà, mettons qu'on aura défini, bon, ce qu'il y aura vraiment grand public, donc pour caricaturer les profs, etc. Voilà, bon, qui effectivement, bon, est-ce qu'on leur fait un festival, c'est peut-être pas la peine. Et un festival de Cannes qui donc va être très pointu avec bon des cinéastes ou des films de 4 heures en noir et blanc japonais ou bien des Oncle Bunmi, etc. Et un aspect peut-être plus grand public de part des cinéastes qui deviennent un peu mainstream comme Cohen, comme Soderbergh, etc. Enfin bon, en tout cas, on espère quand même qu'on prendra un peu de plaisir à ce festival. C'est vrai que moi je vais pas suivre ça de très près, donc je pense que vous non plus. Simplement, on suivra le palmarès. Moi, je sais que le Soderbergh m'intéresse beaucoup dans la mesure où, bon, visuellement, c'est très beau. Et puis alors, c'est le retour en fanfare de Michael Douglas qu'on a quand même cru mort et qui revient avec un rôle, magnifique. Enfin, c'est absolument incroyable. Tapez Michael Douglas 2013 dans Google Images, vous allez gaulerie, hein. Le mec il ressemble plus à rien. Hein. Ouais, mais c'est impressionnant et bon voilà, et surtout quand on sait que le film a été très difficile à faire. Enfin voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Bon, moi c'est mon seul. Donc vous c'était Jarmusch pour toi. Non, moi Jarmusch j'aime plus trop malheureusement. Non, je vais retenir dans la quinzaine des réalisateurs le Jodorowsky pour voir ce qu'il va faire. Surtout dans la quinzaine des réalisateurs, un film, ou plutôt visiblement un documentaire qui s'appelle Jodorowsky's Dune de Frank Pavich et qui va sûrement revenir sur le projet avorté de Dune qu'aurait fait Jodorowsky, hein, avec Dali qui voulait absolument participer si uniquement on le voyait déféquer dans un truc en verre, ce genre de choses. Donc ça j'attends beaucoup, je pense que ça peut être très intéressant quoi. Le reste me laisse un peu froid. Et bien c'est sur ces bonnes paroles que nous allons refermer ce débat. J'espère que nos auditeurs, que vous prendrez du plaisir pendant ce festival et puis on en parlera un petit peu lors de la prochaine émission. Voilà, on reviendra sur le palmarès une fois qu'il sera tombé, quoi. Enfin, que les prix seront tombés. Et on va attaquer le jeu alors du coup. Allons-y pour le jeu. The game. The game. The game, the motherfucking game. Nous voici arrivés au jeu, le jeu que nous vous proposons aujourd'hui. Donc va être un peu plus facile pour nous que celui de la dernière fois. En fait, on va se donner un titre de film. Par exemple, je vais donner un titre de film à mes camarades, je leur donne tout de suite, à la poursuite du diamant vert, et ils doivent citer d'autres titres de films qui contiennent soit les mots poursuite, soit diamant, soit vert. Et bien sûr, le nouveau mot proposé déterminera les mots à trouver dans les prochains titres de films. Okay. Voilà, alors on commence tout de suite. Est-ce que Quentin, tu peux me citer un titre qui contient soit poursuite, soit diamant, soit vert? Eh ben, la ligne verte. Alors maintenant, Christophe doit proposer un mot, un titre de film qui contient soit ligne, soit verte. Beignet de tomate verte. Le retour des tomates tueuses. Non mais vous allez le faire à chaque fois. Bon bah retour vers le futur. Donc soit retour soit futur pour Christophe. Retour vers l'enfer.
Retour à Howard End. Le retour de Don Camillo. Ça, c'est un film, ça. Ouais. Don Camillo. Don Camillo. Ah ouais, mais alors là, on peut pas rien faire. Ah si, avec Don ou Cam ou des trucs comme ça. Ah si, hein. Ouais, avec Don Camillo. Le petit monde de Don Camillo. D'accord. Donc, le voilà, monde t'ouvres perdu. petit et monde. Mais bon, c'est bon, le monde perdu. Le monde perdu. Le nouveau monde. Le monde ne suffit pas. Je précise à nos auditeurs que c'est un jeu en un tour, hein. Celui qui abandonne a perdu. D'accord, ouais, ok. Alors, ouais. Et bah... je sais pas... T'avais dit quoi, Christophe? Là, du coup, je sais plus où on en est. Tous les matins du monde. Excellent. Avec Depardieu. Les mondes de Ralph. Avec Depardieu. Donc moi, c'est Matin ou Monde, hein, c'est ça? Bah non, t'as Ralph ou... Ouais. Non, Oui, Ralph ou Monde, Monde. ouais. Ouais, Ouais, voilà, pardon, Ralph ou Monde. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Oh là là. Ouais, bravo. Ok. Comme ça dégage bien des mots, vous voyez. Ouais, donc ouais. monde, chance, parents et communistes. Ok, alors... je sais pas... Pas un cadeau, hein. Non, c'est pas terrible là en fait. Hein. Parce que communiste... Avec chance, attends, je peux peut-être trouver un truc avec chance. Bah non, je trouve pas. Ah non, mais j'ai rien, je donne ma langue au chat. Alors donc quand t'as perdu, on joue entre Christophe et moi alors, hein, c'est ça? C'est ça. Alors Christophe, Tout le monde dit I love you. monde, chance, parents ou communistes? Tout le monde dit I love you. Ah, Très j'y ai bien. pas pensé. Je vais rien dire, mais du coup c'est facile. Bah y a I love you. Ouais. Ouais, ça marche. I love you, Philippe Maurice. Ah, j'y ai pensé. Excellent. Je vous laisse jouer, hein. Je suis puni. Alors qu'est-ce que j'ai là moi? Philippe Maurice? Bah t'as I love you et Philippe Maurice. Ouais. Mais alors est-ce que j'ai... Non, j'ai pas you, j'ai que love en fait. Bah si, tu peux prendre you. Non? Je peux prendre you? Ah non, il m'a parce cassé que le si on... coup tout à l'heure. Non, non. Ah bon. Mais non, on prend pas vous en français. Non, j'ai que love en fait. D'accord, bon t'as love alors. Ah, au Philippe Et Philippe Maurice. Maurice. Et bon, avec Philippe Maurice... Maurice à la française, il y a peut-être. Bah ma femme s'appelle Maurice. Ah oui. Je t'aime. Non mais il y a... Non attends, avec... Bah je sais pas si on le prend mais il y a... Bah si, on Ça peut. vous va ou Bah, pas c'est ma bon, femme là. s'appelle Ah Maurice? oui, bien sûr, C'est bon ça marche. Bah d'accord, ça marche. C'est Ma à qui, femme ça est une extraterrestre. Ma femme est une extraterrestre. Ma femme est une actrice. Les actrices. Ouf, salaud. Des actrices, putain. Ah bah là t'as plus de choix. Bah si, y a actrice. Quentin, tu peux être l'arbitre? Faut que j'aille arbitrer sur IMDb. Actrice. Ouais, non, pas sur... Ouais, sur Allociné, si, c'est un film... Voilà. Mais je crois même que c'est un truc... De la réalisatrice préférée de... avec Valérie Bruni-Tedeschi. Exactement. C'est ça? Actrice, voilà. Ouais, mais du coup, on est bloqué là, ça va pas. Ah bah maintenant, actrice... Si, j'en vois un là sur IMDb. Actrice... Du coup. Il y a Bah, pas c'est à aussi toi, le Christophe, bal mais des du coup. actrices, non? Si. Il y a pas Ah le bal des putain. actrices. Ah bah oui, mais du coup, moi j'ai yes. balle. Le bal des actrices. C'est pas les balles des vampires. Voilà. Eh, vous êtes bons les mecs. Vampire, Hein. Il est vous génial avez ce dit jeu. vampire. Bravo. Bon, moi j'arbitre, hein, vu que de toute façon j'ai perdu. Ouais. Bah attends, avec vampire, il y en a plein.
Un vampire à Brooklyn. Brooklyn Boogie. Vas-y, enchaîne avec ça. Boogie Nights. Il t'a baisé. Ouais, mais t'as Night, c'est facile. C'est Night. Non, Night, ouais, parce que... Bah oui. Night of the Living Dead. Bah oui. Moi, Night and Day. Ouais. Day of Thunder. Ouais, mais du coup, on passe en Ah VO, bah là. oui, du coup, passe Ah bah en je VO. m'emmerde, mais c'est pas grave, on s'en fout, on continue. Non, non, mais il a le droit. Non, il a le droit. Par contre, c'est quoi ton film là? Day of Jour de Thunder. tonnerre. Jour de tonnerre. Mais je crois Oui, que mais donc... je crois qu'il s'appelle pas comme ça en anglais. Hein. Attention, je vérifie. Hein. Tu dis de la merde. Attends, je trouve pas. Je vais pas le vérifier après, on va dire que je Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. Bah oui. C'est bon. Je sais pas sur Wikipédia. Donc on est en anglais maintenant, alors. êtes en Faut pas anglais. proposer avec jour ou avec Retourne tonnerre, voir. en Non. fait. T'es à Day of Thunder. Retourne voir Spring Breaker. Attends. Et ben, End J'ai of pas Days. aimé. Ouais, c'est bon, ça marche. Pardon? End of End Day. of Days. Il a dit quoi? End of Day. End of Days. Avec Arnold Schwarzenegger. Et Gabriel Byrne. Tu faisais le méchant. C'est moins sympa en anglais, Ouais, je trouve. Ah bah du coup... c'est The la Day vie. the Earth Stood Still. The Day the Earth Stood Still. Alors attends, j'ai pas compris. Ouais. The Day the Earth Stood Ah. Still. Ou Still Ouais, ça Stood, marche. je crois que c'est Still Stood. Ah ok. Ok. Bah, The Day After Tomorrow. Ouais. Tomorrow Never Dies. Jour d'après de... machin, là. Emmerich. Tomorrow Never Dies. Die Another Day. Another World. Another Day in Paradise. C'est drôle, c'est qu'on est revenu sur... ouais. Ouais. Paradise, je peux accepter Paradis. Hein. Ah donc on peut D'accord, revenir au les portes français du- alors. les Bah, portes- là-dessus oui. les portes du Là-dessus paradis. oui. Voilà. Les D'accord. portes du Pour paradis. vous débloquer un peu. Les enfants du paradis. La cité des enfants T'as quand même perdus. perdu vite, Quentin, là. Bah ouais, je vois bien. Dommage. Ça fait du caca. Comment, Christophe, t'as dit quoi? La cité des enfants perdus. Au revoir, les enfants. Goodbye Lénine. Bah non. Ah non. Faut exagérer. Christophe. Ah bon, donc paradis on peut le traduire, mais pas au revoir. D'accord, bon, ok. Et je c'est vais. pas Paradise, paradis, y a para, donc ça reste dans le même champ lexical. Là, tu me changes toutes les lettres. Bon, c'est ridicule, mais bon, d'accord. Oh là là, mais ce mauvais perdant. Bah, Mais non, ça, il a non, pas non, perdu. c'est juste- Il a pas perdu en plus. Non, mais dans ce cas, on a le droit de traduire quand le mot ressemble, ça Voilà, fait ça bizarre, fout mais le camp, d'accord, là. ouais. Bah oui, mais pour Ouais, débloquer. C'était quoi les mots? Donc là, on en est à au revoir, les enfants. Donc il y a revoir, Ah, au revoir. Au revoir ou les enfants, voilà. Oui, Non, ça mais je va, sais. tu peux- Bon, et bah, David vainqueur. Yeah. Ah ouais. David, tu es mort. Non. Je... Et bah voilà, David vainqueur. Bon, du coup, vu que j'ai perdu lamentablement dès le début, c'est à toi de me donner un gage. Alors un gage, une petite imitation. Pas méchant, ouais, il est tôt. Hein.
Eh ben, tu vas nous imiter Jamel Debbouze. Oh putain. Jamel Debbouze. Ok, dis voilà les enfants, j'ai qu'un bras, je l'ai fait tomber dans le métro, hein, il est perdu. Non, déjà pas Eddie Murphy, puis ça c'est raciste un peu, donc fais-nous Jamel Debbouze. Ben, tu veux que je fasse comment Jamel Debbouze? Si, c'est comme ça. C'est mieux que Jamel. ça. Je sais pas faire Il vend des Jamel, moi. pizzas, Jamel. Exactement. Non mais Jamel, il y a un truc pour le faire, il faut pas parler en fait. Il faut faire... Voilà, ça Ouais. sonne déjà plus. Ok, d'accord. Du coup, c'est moi qui l'imite. Ah non, mais c'était très très pourri là comme imitation. Ouais. Bon, c'est bon, ça ira. Bah oui, ça marche. Bon, j'espère que nos auditeurs ont apprécié ce petit jeu avec beaucoup de suspense et de tension. Oui, voilà, totalement. Bon, et puis merci à tous les gens qui nous suivent sur Twitter, là, ça fait plaisir. Il y en a de plus en plus, des millions de milliards. Ça devient impressionnant. Et puis à bientôt pour une prochaine émission alors. À bientôt. Et ne vous fiez pas à ces deux connards et regardez Antiviral. It has been 1,000 years since I gave up hoping. Left all my hearts and all my tears at the bottom of the ocean. I hit the ground, I hate the dirt. Went cold turkey on the church. I just kept on running. I got real good at laying low. I got the hang of breaking. But today I feel like volcano. Today something is changing. Can't hold it down, it's breaking loose. I could try, but there's no use in running. Here it mais c'est Sergeant. Comment ça va, toi? Qu'est-ce que tu fais à Cannes? Ah, Birbo, Sergeant content de te voir. Sergeant triste parce que projet Die Hard est refusé par Century Fox. Lui, venu noyer son chagrin dans pute et alcool. Ah, bah m'en parle pas, mon petit Sergeant. De toute façon, les backrooms de Cannes, c'est le best pour ça. Là, je viens de me faire un petit plan à 3 avec Audrey Tautou et Mélanie Laurent. J'ai bien kiffé. Sergeant, content pour toi. Mais toi pas occupé, toi pas faire normalement les instants critiques là, les news. Non, ils m'ont gavé là, ces 3 PD. Du coup, j'ai envoyé Dark le faire à ma place. Ah, ce bon vieux Dark, toujours prêt à rendre le service pour les copains. Sergeant va te laisser, Bilbo. Des gens veulent le présenter à un certain manouage. Il paraît, lui, veut devenir un homme.
Serjan va lui montrer comment faire gangbang. Ok Serjan, à plus gros dégueulasse va. Éclate-toi bien, et puis éclate-le bien.